Sur les réseaux sociaux, on n'attend pas beaucoup, hein, on ne met pas de gants, il n'y a pas de ronde d'observation, on attaque directement le sujet. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques, ainsi qu'à tout votre panel. Je voudrais simplement relever que cette journée semble aujourd'hui perdre sa véritable vocation éducative. Le 8 mars, à l'instar d'autres célébrations, comme la Saint-Valentin du 14 février, est souvent attendu davantage pour son aspect festif que pour la réflexion qu'il devrait susciter. Beaucoup ignorent même le thème de la journée, on l'a observé. L'essentiel semble se résumer au port du pain commémoratif, aux photos et aux publications sur les réseaux sociaux. À mon sens, les politiques publiques devraient plutôt orienter cette journée vers l'éducation et la conscientisation. L'organisation des forums, tables rondes, colloques et conférences, encouragement des associations féminines à des cadres d'échange, implication des femmes engagées dans des communautés religieuses et surtout une véritable éducation juridique sur les droits et les responsabilités. Car là où les droits se revendiquent, les devoirs doivent également être assumés. Pour ma part, je reste convaincu que défiler dans les rues change peu de choses. Il serait plus constructif que les femmes se constituent en communauté structurée, capables de porter leurs préoccupations et de saisir les pouvoirs publics sur les thématiques issues de leurs échanges. Merci pour cette contribution, même si vous n'avez pas signé votre message, mais vous marquez votre désolation en disant que le sens du 8 mars au Cameroun est devenu vraiment 8 mars made in Cameroun, où le festif semble avoir pris le pas sur la pensée et la réflexion. Fabien. Oui, et pour ajouter à ce qu'il a dit, moi j'étais surpris hier de suivre le ministre, je crois, des Affaires sociales, la ministre des Affaires sociales, dire que ceux qui n'ont pas pu avoir des pains, ils peuvent porter les pains. Promotion de la femme et la femme. Ils peuvent porter les pains de l'année passée où il y a 2 ans, si c'est encore propre et tout ça là. Est-ce que la ministre doit s'occuper des histoires de pain? Elle doit s'occuper des thèmes, pas de moi, ça m'a un peu fait bizarre de sa part. Parce que le pain, c'est un casse-tête, hein. Si vous avez une femme qui n'a pas de pain, la paix est foutue. Oui, bon. Moi, je suis marié, j'ai une femme, elle avait son pain, mais elle s'est débrouillée pour avoir son pain. Parce que, bon, et puis, quand je lui dis, mais il faut s'engager, il ne faut pas se plaindre, elle dit, elle aime l'argent, parce qu'elle aussi, c'est une femme d'affaires, en fait. Donc, quand moi je fais même dans la politique, je me dis, est-ce que ça donne l'argent? Et beaucoup de femmes le disent, est-ce que ça donne l'argent? Est-ce que ça donne l'argent? Donc, bon. Alors, comment en est-on arrivé là, Fabien Sigala? Pourquoi on est parti d'une journée de commémoration qui s'inspire des souffrances de la femme pour ce côté dominant, festif qu'on voit au Cameroun? Qu'est-ce qui a amené le Cameroun à aller très rapidement au festif, ce que ne font pas les pays voisins, même les plus proches? Moi, je crois que ça, c'est la politique qui a apporté ça. C'est-à-dire que la politique actuelle amène les gens à se distraire au lieu de s'occuper des vrais problèmes. Donc tout le temps, que ce soit la journée de la femme, comme on a dit, que ce soit même au niveau des partis politiques, tout se résume à la danse, à la beuverie, aux agapes. Tout ce qui se passe ici dans ce pays, c'est la fête, c'est les agapes, c'est la beuverie, ce n'est que ça. Il n'y a rien qui... Ça dit d'éducation, il n'y a pas d'éducation comme il a dit. Tout est fait, tout est fait. Même les funérailles. Oui, même les funérailles, c'est la fête. Les funérailles, c'est la fête. Vous avez une réunion du parti, c'est la fête. D'abord, il faut qu'il y ait la fête. Vous avez même au niveau de mon ami qui vient d'arriver, du RDPC, quand le président vient, moi, à la fin, j'appelle les femmes, comme je ne sais pas si vous avez suivi Kokumbo. C'était comme les chiens de Kokumbo. C'est-à-dire, avant la chasse, ils étaient très importants, on était avec les chiens, Médor et tout ça, là. Mais après la chasse, on n'avait plus le temps. Ils se nourrissaient des rats morts, des poulets à moitié dévorés par les renards, des tristus. Si je me rappelle encore, c'est à tout ce que ça sert. Et je vous dis que la politique aujourd'hui, c'est ça qui a amené cette histoire qu'il faut toujours fêter pour distraire les gens. Et quand vous dites la politique, vous êtes l'un des plus vieux partis politiques au Cameroun. Vous vous dédouanez pour accuser le RDPC? Non, c'est pas qu'on accuse le RDPC, mais c'est un fait. Ceux qui sont au pouvoir, c'est qui organisent tout. Moi, quand je vais dans la ligue, comme je vous ai dit,
quand j'arrive, nous on part avec, on a un projet, je vais avec des thématiques. Quand tu finis de parler, on dit, bon, président, donne-nous d'abord une bière. Il y a quoi? Il n'y a même pas... C'est comme ça que ça se passe. Vous parlez sérieusement, ces gens-là, ils sont conscients, ils se rendent compte qu'il y a des problèmes. Mais, à la fin, ils disent, donc, tout ça est très beau, mais donne-nous d'abord la bière. D'accord. Comment en est-on arrivé là, Monsieur le Président? Pourquoi est-ce que le Cameroun a déroulé le tapis rouge au festif, alors qu'ailleurs, on est un peu plus réservé, on est un peu plus dans la réflexion? Oui, je pense que la célébration du 8 mars au Cameroun, c'est quelque chose d'assez particulier, surtout dans le négatif, parce qu'il faut dire que les mêmes bavures se répètent année par année, année après année, et c'est regrettable. Et j'aimerais aussi dire que il ne faut pas qu'on prenne les réseaux sociaux comme le curseur ou la vitrine où on va chercher la bonne information. Elle contribue, mais elle n'est pas la seule voie. Moi, j'ai été à Tchang, et madame le vice-recteur de l'université de Tchang, lors du 8 mars, a fait une célébration très très professionnelle. Nous avons eu toutes les facultés qui sont venues faire un défilé expressif, culturel. Il a quoi d'expressif, un défilé, quand on parle des droits de la femme? Oui, parce que c'était les femmes qui défilaient, première des choses. Et là, c'est ça qui est expressif. Non, je n'ai pas fini. Il y avait la thématique de chaque défilé qui passait. Et ces thématiques étaient en accord avec probablement la question de la justice des femmes. Aujourd'hui, on veut que les femmes devant la justice puissent avoir le même droit que les hommes. Parce qu'on voit comment les divorces se passent. Les femmes ont du mal d'avoir gain de cause. Et c'est tout ça qui était la thématique que le 8 mars on défendait. Alors il fallait mettre les femmes en œuvre. Et justement, les femmes de la phare science démontraient qu'elles pouvaient faire également... Les femmes de l'université, bien sûr. Au grâce de madame le recteur. Oui. Je suis une femme qui a plutôt fait quelque chose de très intéressant, de culturel. Moi, j'y étais. J'ai vécu, j'ai assisté. Pour moi, c'était très bien. Mais c'est minable. C'est vrai que tout ça est noyé dans beaucoup de bavures, dans d'autres régions, qui fait qu'in fine, on ne voit pas ça. Et je n'ai pas vu ça passer dans les médias, mais dans les réseaux sociaux, on voit beaucoup de bavures qui sont là. Bien évidemment, comme le doyen Fabien Stiga vient de le dire, il a raison, la politique a un rôle majeur. On ne peut pas penser avoir un 8 mars qui ne réussit pas au Cameroun, alors qu'il y a des gens qui exercent le pouvoir. Ils ne peuvent pas ne pas être responsables parce que tout part de l'organisation. Quand vous dites qu'il ne réussit pas, vous mettez quoi à l'intérieur lorsque on fait un événement comme le 8 mars, on a des thématiques, on a des animateurs, on a des tables rondes qui doivent être organisées, attribuées. Si ce n'est pas fait, qui va faire? Si le ministre n'a pas un plan qui est clair en disant à Yaoundé aujourd'hui, les jeunes filles qu'on doit aussi mettre dans la fête, puisque c'est elles qui portent des valeurs, qui vont continuer tout cela demain. Donc il faut aussi faire des tables rondes où la jeunesse est impliquée, où les mamans sont là, où il y a une certaine symbiose, une certaine transmission entre les aînés et les jeunes qui viennent. Donc tout ça, c'est de l'animation dont la responsabilité vient au ministère de tutelle. Vous avez vu l'université, elle a pris cette initiative, puisque c'est un organe, je vais dire, autonome, qui a organisé son 8 mars de manière professionnelle. Et moi, j'étais très, très surpris, agréablement surpris, bien sûr, de voir ça. Et pour moi, c'était plutôt instructif. Donc, je pense que la politique doit plutôt prendre le 8 mars à bras le corps et profiter de cet événement qui mobilise autant d'attention à une couche majoritaire et fragile qui sont les femmes, qu'on ne peut pas penser réformer notre pays sans toutefois inclure les femmes, parce qu'in fine, c'est elles qui incarnent la majorité. Mais la question reste posée, Monsieur le Président. Comment en est-on arrivé là? Bon, on arrivait du 8 mars, le rendez-vous de la grande parade, de la beuverie et tout ce qu'on peut imaginer. Aucun pays voisin, on est très proche culturellement de ces pays voisins-là, on a presque les mêmes réalités, mais on n'observe pas ce déploiement festif chez eux. Pourquoi chez nous, c'est la fête? C'est la faillite de l'État. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui a du mal à décider. Vous le voyez bien. Vous voyez très bien qu'on a la question des ordures qui est passée l'autre jour. On a 3 niveaux, personne ne décide. Lorsqu'on ne décide pas, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on puisse avoir les ministres qui prennent des décisions. Parce que quand vous prenez une décision, qu'il y a une situation, même si on se trompe, on peut corriger le tir. Mais lorsqu'il y a l'absence de décision, un certain laxisme, ben chacun fait ce qu'il pense, chacun a peur de prendre les risques. Mais lorsqu'on est ministre, on doit accepter de prendre des risques parce qu'on assume une fonction. On doit réussir. Mais on voit que nos ministres aujourd'hui, nos directeurs aujourd'hui, essaient de préserver leur peau. Chacun a peur de prendre des risques, d'anticiper pour ne pas frustrer l'autre, etc. Et puis ça avec un ministre qui dirait par exemple que non, on ne défile plus, on ne fait plus, ce serait une mesure impopulaire et donc il a peur d'avancer sur cette terrain-là. Par exemple, il pourrait dire, mais
il faut expliquer. Si on ne défile plus, parce qu'on veut des tables rondes, si on se dit aux femmes maintenant, vous n'êtes pas obligés de faire tout pour avoir le pagne, parce que le pagne de l'année antérieure, il est valide, parce que c'est un pagne, c'est le 8 mars, donc tout ça on peut le faire. On préfère plutôt organiser des tables rondes qui vont vous enseigner un certain nombre de choses, notamment la question électorale. Si les femmes veulent plus de droits, nous sommes en période électorale, est-ce que les femmes sont majoritairement inscrites sur le fichier électoral? Je ne sais pas, mais c'est ça aussi, on devait les amener pour ça. Parce que si elles sont majoritairement dans le fichier électoral, leur vote compte pour vraiment acquérir les droits dont cette journée est en train de symboliser. Donc le gouvernement peut profiter de ça. Est-ce qu'il est quand même présent pour enregistrer les femmes sur les listes électorales pendant la mobilisation? Parce que c'est un moment où toutes les femmes sont mobilisées. Et c'est un moment où on peut massifier le corps électoral. Est-ce qu'il est quand même là? Je ne pense pas. Moi, je Est-ce que les femmes voulaient s'inscrire? Bien sûr, je pense que le gouvernement, l'État, c'est quoi? L'État doit former, instruire, apprendre. Il y a l'État protecteur, l'éducation, dont l'État est le socle qui doit pouvoir mettre les citoyens dans la bonne direction en sensibilisant. Et les camels là pour sensibiliser. Le 8 mars, c'est aussi une vitrine on a les femmes mobilisées dans les 10 régions du Cameroun. C'est un moment où on peut profiter pour massifier Mais l'ELECAM n'est pas, c'est pas le rôle premier de l'ELECAM, sensibiliser, c'est vous les partis politiques, c'est la société civile. L'ELECAM est technique. Bonsoir, M. Jean-Jacques Zé, à votre panel. Mention spéciale à M. Muntouga, magnifique entrée en matière concernant la thématique. Il est fort regrettable d'observer la dérive d'une journée aussi prépondérante pour notre avenir collectif. La promotion du genre, l'égalité des sexes ne constitue pas uniquement une exigence éthique, mais aussi une condition indispensable pour un développement inclusif et efficace au Cameroun. La célébration du 8 mars s'est progressivement popularisée à travers des manifestations festives, défilés, pagnes commémoratifs, soirées et rassemblements. Le pagne du 8 mars, les ventes, les soirées et les activités sociales ont transformé la journée en événement social et commercial, parfois au détriment du message revendicatif initial. Nous avons une faible culture du plaidoyer citoyen. La tradition de manifestations revendicatives publiques est plus limitée et les revendications se font souvent dans des cadres institutionnels ou associatifs. Herman Onana, consultant en RSE, qui fait cette contribution. Ferdinand Koungou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes companélistes et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a le 8 mars international et il y a le 8 mars Made in Cameroun? Non, il y a le 8 mars et maintenant il y a des adaptations en fonction de l'environnement socio-politique de chaque pays. Il ne faut pas oublier qu'en matière en masse, sur le plan de la démographie, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Donc évidemment, une journée comme celle-là laisse aussi cours à des réjouissances de la part des institutions qui encadrent les femmes des entreprises. Certains patrons profitent aussi pour faire plaisir aux femmes et à la femme. Parce que devant les caméras. Nous sommes tous les mamans. Mais hors caméra, ce n'est pas sûr que c'est ce qui se passe. Non, ça c'est un procès d'intention. Devant les caméras, on est gentil avec les femmes. C'est un procès d'intention. Hors caméra, vous ne pouvez pas apporter la preuve qu'on est méchant envers les femmes. Vous voulez les preuves? Si vous en avez. Allons-y. Donc je crois qu'au niveau des thèmes, il y a des thèmes. Il y a même des ateliers. C'est-à-dire si vous prenez les formats des manifestations dans chaque structure, dans chaque ministère, dans chaque institution, même privée ou parapublique, vous allez voir qu'il y a des séquences. Vous avez même des séances de marches sportives, des séances de compétition organisée entre les femmes. Bref, pour créer l'émulation et mettre un peu de la joie. Bon, maintenant, quand je parlais de notre environnement sociologique même, ou socio-anthropologique, s'il faut dire ça comme ça, c'est que c'est une culture propre aux Camerounais, au Cameroun. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a qu'un jour spécial, ou bien quelque chose de particulier, il y aura évidemment des agapes. Et si vous mettez déjà des agapes, vous avez des gens qui auront des envies de danser. Une culture camerounaise. De faire la fête, c'est une culture. C'est une culture de la pauvreté, ça. Non, ce n'est pas une culture de la pauvreté. C'est-à-dire c'est une culture qui est propre aux Camerounais. Si vous réunissez, et ça n'a rien à voir même avec le 8 mars, si vous commencez à réunir 20, 30, 40 personnes,
Il faut leur donner à un endroit manger et à précis, il boire. faut leur donner à Mettre la manger et à musique. boire. Et si on a déjà à manger et à boire, on est déjà pratiquement dans un environnement de fête. Mais là, vous dévitez un pays qui n'a pas d'ambition. Non, non, attends. Comment peut-il se Non, développer je trouve, par la fête au quotidien? Je trouve rébarbatif de dire que le Cameroun n'a pas d'ambition juste parce que pendant le 8 Mais mars... si chaque jour on fête, vous avez dit Non, qu'au-delà du 8 non, mars, non, si- dès que vous non. êtes rassemblés, vous mangez, vous buvez, Non, vous c'est-à-dire dansez. que vous êtes un patron d'entreprise. Oui. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que je parle de notre environnement socio-anthropologique. Vous êtes un patron d'entreprise. Pendant le 8 mars, vous organisez juste des ateliers et tout le reste. Vous ne donnez pas des agapes qui sont la fin de tout ce qui a précédé. Et on verra bien si vous serez applaudi comme un patron. Justement parce que le patron veut être applaudi. Non, le patron, Il veut être applaudi. le Pourquoi est-ce qu'un patron voudrait le être patron- applaudi le patron s'il est- fait ce qu'il faut non, faire? le patron est comme un chef de famille. D'ailleurs, c'est une famille, une entreprise. Chez famille ne doit pas être applaudi. Un chef de famille doit savoir. fait son devoir. Un chef de famille doit savoir encadrer, protéger et laisser le temps des réjouissances. C'est ça aussi. Maintenant, quant à ce qui est des ateliers, l'actualité chez nous à travers les réseaux sociaux retient uniquement toutes les boutades qui sont d'ailleurs la plupart du temps isolées. C'est-à-dire on a filmé une dame parce que l'alcool a eu un autre effet sur elle, elle a levé son habit. C'est ça que nous retenons. Mais on ne retient pas que, par exemple, le ministère de l'Éducation de base a eu tout un atelier pour réfléchir sur la condition de la femme, sur la condition de la petite fille. Tout un atelier où on a fait intervenir des Encore experts. les ateliers. On a fait intervenir des experts de l'UNESCO pour pouvoir expliquer aux mamans, aux femmes rurales, le comportement qu'elles devraient avoir vis-à-vis de la jeune fille pour que celle-ci soit plus épanouie. On passe. Parce que, évidemment, ce n'est pas ça qui retient l'attention de nos esprits, qui sont déjà un peu déviés. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas, c'est un construit sur le plan sociologique, sur le plan socio-anthropologique. En tout cas, il ne faudrait pas le procès aux médias Maintenant, qui s'intéressent aux trains qui arrivent en non, retard. chez en nous-mêmes, priorité. et vous savez que je suis quand même un spécialiste dans le D'accord, domaine. on se comprend. Chez nous-mêmes, le média même a déjà été dévoyé parce qu'il est plus à la recherche du buzz, n'est-ce pas? Plus à la recherche de ce qui va taper à l'œil. Président, ne tente pas de minimiser ce qu'on a vu, même Non. quand on ne veut pas voir. Non, je ne minimise pas. Je vais me résumer. Je ne minimise pas. Je vous ai dit qu'il y a des festivités, il y a des ateliers qui sont organisés avant qu'on arrive au moment même de la manifestation. C'est-à-dire, c'est une semaine de la femme. C'est une semaine. Sauf que tout ce que nous retenons ici, c'est le défilé et toutes les fêtes qui se font après. C'est déjà toute Et une semaine au Cameroun. les dérapages qui se font par des comportements humains qui sont individuels. Ça veut dire que on n'a pas la même façon de réagir à quelques verres de bière. Certains peuvent être très calmes, d'autres vont devenir très hyperactifs, d'autres vont même devenir agressifs. Et ça aussi, ça rentre dans ces manifestations. Mais c'est déjà une habitude chez nous qui est difficile aujourd'hui à stopper. Par ailleurs, il y a quand même des formats qu'il faut modifier dans la fête du 8 mars. Il faut faire disparaître un élément très important Lequel? qui est devenu aujourd'hui un sujet à problème. On assiste parfois à des tensions dans des couples, parfois même à des meurtres. Le pagne, il faut le faire disparaître. On peut créer d'autres formats, ou alors on peut décider qu'il n'y a pas un chaque année, qu'il y a un tous les 5 ans. Parce que je vous dis, Il paraît que c'est le gros intérêt. il y a d'ailleurs toute Et une c'est le spéculation. gros intérêt. Il y a d'ailleurs toute une spéculation derrière, parce que c'est des gros intérêts sur le plan financier qui sont tenus par des groupes de personnes ou un groupe de personnes. Et vous avez vu les dégâts que ça fait dans les couples, les dégâts que ça fait dans les familles. Juste parce qu'un homme n'a pas donné le tissu du 8 mars à sa femme, vous pouvez assister à un mariage qui part en fumée. Ou alors à un conjoint qui violente l'autre. Je lisais encore tout à l'heure à Facebook où une jeune dame a poignardé son mari, Un policier. un policier en plus. C'est-à-dire qu'il a poignardé parce que... À mort. À mort. Non, le policier il est décédé. Donc, et là cet élément, s'il sort du format de la fête, il va évidemment réduire à
70-80%, tous les dérapages que nous vivons. Et tout l'engouement, hein, les femmes n'iront plus. Si on ne parle pas, on ne lèvera plus. Non, accueillons une dame sur le plateau, Juliette Dorian Ngabidio. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques et merci de me recevoir sur ce plateau avec des aînés et j'espère apprendre beaucoup et peut-être dire quelque chose que voilà qu'on va aussi retenir, pourquoi pas. Vous êtes auteur, vous êtes promotrice également d'un événement qui s'appelle She Up, Oui. qui appelle les femmes à se lever ou relever? À se lever, à s'élever. À s'élever. Voilà. Les femmes doivent s'élever. Parce que vous avez l'impression qu'elles ne s'élèvent pas suffisamment. Oui, l'aîné l'a dit tout à l'heure, les femmes sont peut-être cantonnées dans ce qui ne marche pas vraiment. On va voir beaucoup de femmes qui vont se limiter au pagne du 8 mars. Pourtant, le pagne n'est pas un problème. Le pagne, c'est peut-être une vision, oui, un accessoire ou une vision commerciale que l'on a créé, parce qu'il faut bien créer pour vivre. La personne qui a créé le pagne a créé une activité pour s'en sortir. Et c'est comme à Noël, quand on dit que Noël c'est une fête commerciale. Donc quelqu'un a créé ça pour s'enrichir ou gagner ses sous. Donc elle se limite aujourd'hui au pagne. Bon, si j'ai le pagne, je fête le 8 mars comme si c'était le dernier jour de ma vie. Aujourd'hui, l'événement She Up, déjà, vous avez été parrain une fois de She Up. C'est pour demander aux femmes de ne pas se limiter au pagne, mais essayer de s'élever d'abord spirituellement, d'être intellectuelle. Parce que cette année, c'est placé sous l'encadrement du Salon international de l'industrie du livre, de s'élever spirituellement, de travailler le mindset, de créer une activité comme ceux qui ont créé le pagne. C'est pour s'en sortir, c'est pour avoir de l'argent, créer une activité génératrice de revenus qui permettra dans le long terme de pouvoir célébrer le 8 mars d'une autre manière. Moi aujourd'hui, je peux créer peut-être je sais pas, les poufs 8 mars. Et si je réussis à bien vendre les poufs 8 mars, les gens ne vont plus faire les problèmes pour le pain du 8 mars. Ils vont faire les problèmes pour les poufs du 8 mars. Donc c'est un peu ce que je veux créer avec l'événement She Up. C'est programmé, c'est dans quelques jours. Oui, c'est dans quelques jours. L'événement, c'est du 11 au 14 mars du côté du Musée national, au cœur du Salon international de l'industrie du livre. Là-bas, on aura plusieurs formations, comme je l'ai dit. J'ai commencé avec les poufs. On va fabriquer des poufs en pneus recyclables. On a des gros engins où les pneus ne sont plus réutilisables. On les prend, on fabrique des poufs qui peuvent servir à décorer des maisons, servir pour s'asseoir pour des conférences et consorts. On a également la création de surprises. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes faire des entreprises de surprises où on livre des bouquets d'argent, des fleurs et plein d'autres choses. Dans l'atelier création, ce sera ça. Il y a également l'atelier beauté où on aura le make-up, la coiffure et bien sûr l'onglerie. On a également l'atelier chimie ménagère où l'on apprend à fabriquer du savon liquide, la soupline, de l'eau de Javel. Et qu'est-ce que j'ai oublié? L'atelier communication où l'on apprend à parler. L'art oratoire. On apprend à créer des contenus avec l'intelligence artificielle. Et pour terminer, on a l'atelier art culinaire où l'on apprendra à faire des jus naturels détox et bien sûr de la pâtisserie. Voilà donc plusieurs activités du côté du Musée national. Mais la question qui nous rassemble ce soir, Juliette, est celle de savoir si le 8 mars, Made in Cameroun a quelque chose de bon quand même. Parce que les réseaux sociaux semblent s'attarder sur le mauvais, comme Ferdinand l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quand même du bon? Il y a beaucoup de bons. Il y a beaucoup de bons. Moi, j'ai remarqué cette année, comme il a dit, dans tous les ministères, dans presque toutes les entreprises, il y a eu des activités où il y avait des enseignements sur peut-être des métiers pratiques ou des domaines pratiques. J'étais par exemple à la DGI
où ils ont fait des ateliers pour essayer de, comment dire, enseigner des éléments sur la fiscalité. En tout cas, beaucoup de femmes étaient attendues de ce côté-là. Il y a eu beaucoup d'ateliers comme ça dans plusieurs ministères, dans plusieurs services où on pouvait apprendre quelque chose. Donc, ce n'était pas seulement malheureusement, ces ateliers cabas. ne sont pas très courus. Hein. Est-ce que vous envoyez une équipe de reportage pour un événement autour de on vous dit que vraiment, il y a beaucoup de chaises vides. Les femmes En tout cas, être loin. oui, peut-être que les femmes sont loin parce que ce n'est pas assez mis en lumière. Parce que les gens, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas instruites. Il y en a tellement. Et qui ne cherchent même pas à être instruites. Oui, et qui ne cherchent même pas parce qu'elles ont été cantonnées dans « je suis une femme, je dois préparer » et là, le seul moment où je vais célébrer, c'est le 8 mars. Pourtant, si elles essaient de se déconnecter, de se désabonner, qui est le titre de mon ouvrage, dont je ferai la dédicace le 14 à la clôture des activités. Si elles essaient de se désabonner, elles vont découvrir qu'il y a d'autres choses dans la vie que d'être à la cuisine et attendre le 8 mars. Alors la question, pourquoi le Cameroun semble mettre en priorité le côté festif par rapport à d'autres pays? Pourquoi? Le Cameroun aime la fête. D'accord. Ah, c'est important d'être en joie. C'est important d'être en joie. On est en joie pourquoi? Donc on se lève le matin. Moi j'ai vu beaucoup de filles qu'on connaît là dehors qui ne font rien, qui ne travaillent nulle part, qui sont en joie le 8 mars. C'est déjà important d'être en joie, ça montre qu'il y a la paix. Oui. Ils sont en tenue. Quelqu'un a acheté. Ils sont en tenue. C'est un motif de joie. En tout cas, il ne faut pas un motif pour être en joie. Dans une entreprise où elle ne travaille même pas parce que certainement l'autre sponsor, il travaille. C'est une occasion d'aller danser, de boire quelques bières. Et célébrer quoi? Ouais, elle célèbre la femme. On a quand même vu qu'à Yaoundé, le défilé était magnifique, de très belles images et autres. Est-ce que ce n'est pas un gâchis que de ne pas exploiter une vitrine comme le défilé, un espace comme ce défilé-là pour faire passer les messages? L'organisation est stricte. À la limite, vous avez juste la pancarte qui annonce votre structure, mais il n'y a pas moyen de passer un message. On aurait peut-être vu les femmes un carré avec les foulards noirs face au féminicide. Voilà, effectivement, ça aurait été l'idéal. Mais voyez-vous, je suis très heureux de la venue sur ce plateau de ma jeune camarade donc de la Plume, qui quand même a apporté, irradié votre plateau. Ouais, absolument. Sourire, parce que là, nous avions des mines graves renfermées, voilà. Et puis tout de suite, tout le monde a tiré à boulet rouge sur l'État, disant, voilà, non, c'est la faute du gouvernement, si on se retrouve aujourd'hui dans cette dérive-là. Je voudrais dire que la célébration du 8 mars au Cameroun n'est pas que mauvaise. Il n'y a pas que du mauvais, voyez-vous. Parce que quand même, si durant toute une année, en réalité, des hommes oublient de temps à autre d'offrir des présents à leurs compagnes, à leurs amantes. Et que ce jour-là, revient la Saint-Valentin. Voilà, et que ce jour revient la Saint-Valentin. Voilà. C'est pour dire que ce jour revient la fête des mères. Voilà. Donc si ce jour-là, quand même, ils se souviennent de leur existence et qu'ils leur offrent ce pagne, voilà, quand même qu'on permette aux femmes ce jour-là d'être ainsi célébrées, mises sur ce piédestal-là. Vous l'avez si bien dit. On ne leur offre plus que des pagnes. Voilà, parce que vous l'avez dit. Maintenant, lors du défilé, ce serait l'occasion pour elles de nous sortir des pancartes, de brandir des messages relatifs à leurs conditions, voyez-vous. Et il n'est pas interdit, même lorsqu'on va se retrouver pour ceux qui croient en Dieu, même le Messie chez les chrétiens, Jésus quand même a transformé l'eau en vin. Ça veut dire que lui-même de temps à autre prenait part à ces célébrations-là. Voyez-vous, il n'y a rien de mal à se retrouver pour lever le coude. Mais là où le bas blesse, j'insiste là-dessus, M. Jean-Jacques Zé, c'est que nous sommes aujourd'hui rendus au 9. Déjà hier soir, il y a des femmes qui ont été violemment battues parce qu'elles sont rentrées tard. Il y en a qui l'ont été ce matin parce qu'elles ont dormi dehors. Et au moment où je vous parle, il y en a qui sont déjà en train de se positionner à Ekounou, à Imambo, à Mélène, peut-être à Bertho là-bas, non loin de la maison du parti, pour vendre leurs faveurs sexuelles.
voyez-vous. Ça veut dire, entre le 8 et le 9, rien n'a changé. Les faveurs sexuelles Voilà. avec toi. Mais parce que, voyez-vous, je suis un auteur de romans sociaux et vous comprenez que pour écrire, je fais des descentes sur le terrain. Et d'ailleurs, même j'ai ce magnifique ouvrage, Triangle sacré, qui traite à suffisance de la condition de la femme dans notre pays. Voilà, j'ai peint le portrait d'une jeune Camerounaise, Sorel, qui, pour parvenir à ses fins, a choisi de passer par des voies peu catholiques, voyez-vous, offrant justement ses faveurs sexuelles en échange, qui des présents, qui de l'argent pour pouvoir payer ses études, pour pouvoir peut-être subvenir aux besoins de sa famille, parce qu'elles sont nombreuses, nos jeunes compatriotes, à faire face à mille et un obstacles dans notre pays, mais malheureusement, elles ont choisi de miser sur ce capital que je dénonce, à savoir leur corps, parce qu'elles ont pensé qu'en réalité, pour pouvoir s'en sortir, elles pouvaient se servir de leur entrejambe. Or, le message que nous voulons passer, c'est de dire à la jeune femme camerounaise aujourd'hui qu'elle pourrait miser sur son intellect, sur sa dignité, son intégrité, pour nous proposer autre chose que ce que nous dénonçons le 8 mars. Donc, au jour d'aujourd'hui, si nous en sommes arrivés là, malheureusement, parce que nous dénonçons un peu la camerounisation du 8 mars, c'est très facile et trivial que d'avoir pour bouc émissaire ici l'État. Mais nous autres, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous oublions la société civile, nous oublions les hommes, nous oublions les femmes elles-mêmes, nous vous oublions vous autres hommes de médias, voyez-vous, parce que pendant que nous sommes ici et que hier, oui, vous nous avez brandi, vous nous avez permis peut-être de vivre, je ne sais pas moi, le défilé du côté du 8 mars, vous avez pendant cette semaine mis en lumière certaines femmes qui réussissent. Mais est-ce que vous prenez le temps de nommer les violences que subissent ces femmes-là au quotidien? Est-ce que vous allez tendre le micro à ces femmes qu'on n'entend pas, qui n'ont pas cette chance-là de se voir offrir une tribune comme celle-ci? C'est là aussi votre responsabilité, vous autres hommes de médias, voyez-vous. Et maintenant, les hommes, ces hommes qui mettent leurs femmes sur un piédestal le 8, mais qui, dès le 9, voilà, les invisibilisent. À un moment donné, il faudrait que nous arrêtions un peu ce bal masqué, ce bal des handicapés là. C'est-à-dire, juste pour bien paraître, on se passe pour féministe, alors que dès le 9, on reprend le contrôle. Le 8 mars devrait être C'est là que je parlais des entreprises qui ne sont pas honnêtes. Voilà. Certains ministères ne sont pas honnêtes. Il faudrait le déjà 8 mars, on rit avec des femmes. Tout à fait. Le lendemain, on leur offre des bouquets de fleurs, on leur offre des pagnes, mais aucun audit n'est fait au niveau des écarts salariaux. Aucune enquête n'est menée sur le harcèlement moral et sexuel dont elles sont victimes au quotidien. Donc vous voyez que même au niveau des entreprises, il y a une part de responsabilité aussi, voyez-vous. Mais c'est vrai que le responsable de tout ceci, malheureusement, c'est l'État. Si vous choisissez vous-même de réduire le 8 mars en une journée où vous tenez des discours protocolaires, voyez-vous, juste pour faire bonne figure, ayant préalablement distribué des pagnes à vos collaborateurs, il est clair que tout de suite, vous dénaturez, comme je l'ai dit, le combat, qui n'est d'ailleurs pas le seul combat du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on comprenne que l'amélioration de la condition de la femme est une problématique transsectorielle. Je viens de vous évoquer, par exemple, là, des cas de prostitution, voyez-vous. Mais à un moment donné, parfois, elle se déroule même devant les commissariats de police, devant des postes de gendarmerie. Dans un pays où... Voilà. J'y arrive. J'y arrive. Il faut dire pourquoi elles arrivent à la prostitution. Voilà, c'est pour ça que j'évoque la responsabilité. C'est pour ça que j'évoque la responsabilité. Vous me permettrez, bon, je comprends que vous soyez dans votre rôle d'opposant, c'est normal. Non, vous ne permettez pas moi. Vous me permettez de dérouler, bien sûr. On de comprendre des choses de manière si vous me permettez de dérouler, vous me permettez donc de dérouler. Parce que la jeunesse regarde et elle doit comprendre. Vous me permettez donc de dérouler. Je suis donc en train de dire, nous sommes dans un État qui a ratifié un certain nombre de conventions internationales, mais qui ne sont pas appliquées sur le terrain. Alors, de légiférer sans appliquer sur le terrain, c'est clairement mentir avec élégance. Je vous l'accorde, voyez-vous, parce qu'on attendrait de l'État que ce 9 mars-là même, qu'on nous donne des chiffres, en fait. Voyez-vous, nous parlons des féminicides ces derniers temps, mais en réalité, on ne nous énumère que des féminicides qui sont déclarés, voyez-vous. Mais combien de femmes, en réalité, sont enterrées sans que jamais on ne soit au courant? Voyez-vous, et quand on parle de ces violences, je vous le dis encore, dans un pays déjà où à peine 15%
d'enquête sont résolus, où vous avez même par moment des femmes qui vont porter plainte. Vous avez des femmes qui vont se plaindre de violences conjugales, mais c'est un officier de police judiciaire qui va plutôt l'incriminer, disant c'est vous qui êtes allé chercher. Vous avez des femmes qui parfois vont se plaindre, peut-être parce qu'elles auraient été violées. On va leur demander d'abord ce qu'elles faisaient à cette heure-là. La question était de savoir si ce n'est pas un gâchis d'avoir une tribune comme le 8 mars et ne pas voir les femmes se mobiliser pour les causes que vous êtes en train d'évoquer. Mais si l'État choisit déjà de... Est-ce que là, c'est de la responsabilité de l'État si l'État déjà montre, c'est l'État qui donne le temps. Est-ce que c'est l'État qui a mobilisé les mamans à Boya, qui sont allées s'asseoir à même le sol, il y a de cela quelques années, face à la crise anglophone, qui ont commencé avec l'arbre de la paix? Est-ce qu'il faut l'État pour prendre conscience de vos problèmes? Que peut-on déjà attendre d'un État qui est peu soucieux de la parité au sein de son gouvernement? D'accord, je ne vais pas poser la question au président. Est-ce qu'il faut attendre l'État pour exploiter une tribune comme celle-là? Tout un 20 mai, 35 000 femmes au moins défilent totalement en joie, alors qu'il y a des dizaines qui sont assassinées, qui sont en souffrance, mais il n'y a pas un seul trait de mot qui dise à la première dame qui est assise là et qui est toute jolie que vraiment la mère, d'accord, on défile, mais peut-être qu'il faut aller murmurer à l'oreille du papa. Vous savez qu'on fait les discours officiels aujourd'hui au Cameroun en disant papa, maman, murmurer à l'oreille du papa que c'est mauvais. Merci Jean-Jacques de me poser cette question. Je pense qu'ici, il ne faut pas parler avec la langue de bois. Les Camerounais sont suffisamment intelligents. D'ailleurs, le Cameroun est un pays, donc l'indice de personnes qui vont à l'école, hommes comme femmes, est l'un des plus élevés d'Afrique. On dit que les Camerounais ne comprennent pas où se trouvent leurs droits, c'est une erreur. C'est vrai qu'ils savent, mais le problème c'est qu'ils n'en ont pas accès. Et ça c'est clair. Ils savent ce qu'ils ont besoin, mais ils n'ont pas accès à cela. Alors pourquoi ils n'ont pas accès? Parce que l'État ne met pas en place les structures capables de veiller à l'application de ce qui pourrait rendre la femme camerounaise beaucoup plus émancipée, beaucoup plus instruite et être épanouie, contribuer dans la République. Ce n'est pas le cas. Vous parlez des féminicides, on en voit plusieurs qui se répètent. Qu'est-ce que l'État fait dans la même région? J'en vois 3, 4 qui se suivent les uns après les autres. Trouvez-vous normal, dans une même région, une femme décède le lundi, le mardi une autre, le mercredi une autre, alors qu'il y a un constat de sécurité publique, il y a un tribunal. Et le monsieur qui a tué d'abord la première, qui a tapé à mort la première compagne, il est là, il est connu, et de ce premier meurtre ou ce premier assassinat, on n'en tire pas des conséquences pour en éviter. Là, il y a une responsabilité de l'État, il y a un laxisme qu'on ne peut pas se dérober. Et venir, il faut dire des choses telles qu'elles sont, parce que si on veut que ça change, il faut dénoncer, il faut dire des choses de manière claire. Il n'y a pas, on ne peut pas exonérer une quelconque responsabilité de l'État, parce que l'État c'est quoi? L'État a un devoir régalien, c'est l'État protecteur, c'est l'État qui doit éduquer, c'est l'État qui doit offrir les soins de santé. Ça ne se négocie pas, c'est son rôle. Donc lorsqu'on a une Camerounaise qui meurt parce qu'elle est mariée et que son mari menace d'abord, ça commence par les menaces, et que les voisins voient qu'il ne les menaçait, le commissaire est souvent alerté plusieurs fois. La dame est rentrée, elle est tabassée la première fois, deuxième fois les autorités sont alertées, mais finalement un jour c'est un féminicide, elle décède. Alors, à qui la faute? C'est pas à l'homme. Hein? Si, les violences c'est vrai, mais c'était connu. Mais qu'est-ce que l'État a fait pour faire cela? Il y a les mesures qu'on appelle, par exemple en justice, la séparation de corps, pour permettre à la femme d'être protégée et de voir s'il y a une compatibilité dans leur couple. Et ne faites pas croire que nous, les hommes politiques au parti écologique, la femme est au centre de notre projet. Nous prenons des mesures, on me dit qu'est-ce que vous faites? Ah, vous les écologistes? Mais la réponse c'est notre programme, on a envie de l'appliquer. L'inclusion sociale, l'émancipation de la femme a un rôle capital dans le projet écologiste. Et nous, la réponse à tout cela, c'est quoi? C'est d'appliquer notre programme. Et c'est de dire aux femmes, inscrivez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, allez voter les partis politiques qui vous donnent un programme qui garantit vos droits. Et vous allez voir que les choses vont changer. Parce qu'il n'y a que deux façons de changer les choses. Soit par le vote, c'est-à-dire la politique, soit par la guerre. Donc c'est pour ça que les femmes doivent comprendre qu'elles ont une responsabilité importante, et notamment la question du vote, dont on n'en parle pas. Moi, je vois les femmes des impôts parler des séminaires. Est-ce que avez-vous vu un séminaire Bayam Salam, impôts? On devrait faire ça. Moi, j'aimerais voir les séminaires, une femme des impôts, recevoir les Bayam Salam, qui sont soumises à la fiscalité et qui ont souvent parfois une méconnaissance des règles économiques, l'économie, pour qu'on puisse les former pendant ce moment-là. Donc on voit deux femmes avec deux niveaux différents, il y a une grave fracture sociale. Nous combattons cette fracture sociale qui est le véritable cancer, qui fait en sorte que certaines femmes organisent des séminaires entre elles
Dans un monde élitiste, notamment le ministère vous l'avez dit, pourtant il y a des femmes majoritaires comme les Bayam Salam, donc qui font aussi leur fête au bar. Et vous vous en plaignez. Pourquoi? À la fracture sociale, il faut la consolider. Elle est trop grande, elle est trop ouverte. Cette fracture sociale, il faut la réduire pour que les femmes des différentes couches sociétales du Cameroun puissent ensemble célébrer. Non, on célèbre de manière partisane. C'est-à-dire les gens qui se connaissent célèbrent dans leur coin, alors qu'on vit dans une société inclusive, ce qui n'est pas le cas, et c'est ça que nous dénonçons. Et on voit souvent même la journée qui est consacrée à la femme rurale, les femmes de la ville aller en campagne, fêter plus que les femmes rurales, avec quelques houes et quelques dabas. Oui, il y avait une précision, Juliette? Oui, je voulais revenir sur ce que vous avez dit. C'est vrai que vous dites aujourd'hui qu'il y a que c'est séparatiste, mais je pense que ce n'est pas totalement vrai, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui font cela. Par exemple, rencontré de nouvelles personnes hier. Que vous ne connaissez pas. She-Up, par exemple. J'ai assisté aux ateliers de la DGI parce que à l'événement She-Up, ce sont ces personnes-là qui font dans la fiscalité, qui viendront former les femmes démunies. Des femmes, vraiment, à She-Up, ce sont vraiment des femmes démunies. Des femmes... Mais ma soeur, hier, n'était pas au courant de l'activité, par exemple. Oui, pourquoi elle n'était pas au courant de l'activité? C'est donc, je pense que c'est le nœud du problème. Parce qu'aujourd'hui, la société s'intéresse plus à la fête, à la célébration, à ce qui s'est passé de mauvais à la célébration. Pourquoi? Ce n'est pas l'État. L'État va seulement... à la base. L'État accompagne... Ça ne circule pas. Ça ne circule pas, c'est pas à cause de l'État. Ça devrait circuler. Les mêmes filles et les mamans... Ce sont les médias qui ne relaient pas l'information, ce sont les médias et la société. Parce que aujourd'hui... Alors, le procès fait aux médias. Oui, non, mais l'État ce qui voit. Monsieur le directeur général des impôts et les autres, les médias sont ouverts. C'est une action de communication. C'est-à-dire que le média est assis ici, il ne sait pas ce que vous avez programmé comme communication. Venez vers les médias et venez payer pour qu'on en parle. Parce qu'il y a des... Non. Si tu trouves ce message-là quand tu es dans les médias, oui, je suis... ce message. Il faut que ces gens viennent payer sur les médias pour qu'on en parle, parce que ce n'est pas l'information pour information. C'est leur action de communication et on est des relais et on est ouvert et ils ne sont pas venus. Exactement. Et je parle de médias parce qu'aujourd'hui, pour que ça arrive les influenceurs et les influenceurs, le message ne passe pas. Vous avez la jeune fille de Ngoma Poubi, elle n'a pas d'information, alors que c'est la société qui met en lumière ce qui n'est pas bien et la célébration. Les femmes vont se fâcher. Voilà, merci. Les médias sociaux, la société met en lumière la fête et la célébration, et c'est pourquoi l'État et les médias ne voient que ce que la société met en lumière. Moi, à She-Up, j'ai fait les panneaux publicitaires. En fait, j'ai tout utilisé. Info TV m'accompagne. Je ne suis pas seulement venue ici. Hier, j'étais programmée pour une émission hier, encore avec ma consoeur Viviane Andrea. J'ai utilisé tous les médias, mais la société préfère voir le cabas de Coco Emilia, la célébration de tel endroit. Les pasteurs ont envahi les voilà, et les pasteurs, enfin... En tout cas, oui, même dans les églises, il y avait des célébrations. La société préfère mettre en lumière la fête, les célébrations et tout. Pourtant, il y a toutes ces informations sous nos yeux qui ne sont pas assez mises en lumière par la société. Et l'État est obligé d'accompagner ce qui est visible. Les médias sont obligés d'accompagner ce qui vient vers eux, ce qui est visible. Là, il faut attirer l'attention à nos amis et camarades et confrères qui sont des Selcom. Et Jean-Jacques, vous permettrez, parce que il y a deux personnes qui n'ont pas parlé en 2 secondes. Vraiment 2 secondes. Je voudrais juste dire que, à un moment donné, il faudrait que nous évitions de tout politiser. Je l'ai dit ici, je reconnais la responsabilité de l'État. Mais Jean-Jacques, quand vous choisissez de prendre votre fille à la maison comme femme, c'est-à-dire la confondant à votre épouse, ce n'est pas de la responsabilité de l'État. Quand vous choisissez de déscolariser votre jeune fille à la maison parce que vous estimez qu'à un moment donné, elle ne devrait pas aller plus loin peut-être que le baccalauréat, pour celles même qui vont jusqu'au baccalauréat, je suis désolé, ce n'est pas l'État. S'il vous plaît, c'est-à-dire que ce n'est pas très bien. Voilà. Quand l'État vous dit justement dans notre pays, permettez-moi, mais vous me permettrez de m'exprimer parce qu'après, voilà, vous parlons, vous écoutez, permettez que je suis. Quand vous êtes dans un pays où on vous dit que la jeune fille... Très bien. Parce qu'il est dans un pays où on vous dit que la jeune fille... Dans un pays où on vous dit... Si on vous dit que la jeune fille devrait aller en mariage à 15 ans, si on vous dit
une personne à la fois. Voilà. Vous permettez de m'exprimer sur le Voilà, monsieur le Président, vous me permettez de m'exprimer. Si l'État vous dit, votre jeune fille, alors, soyons sérieux, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous aurez votre temps de parole. Merci. Si l'État vous dit qu'on ne peut pas à l'âge de 15 ans, petite pause, tous les deux, petite pause, s'il vous plaît. Essayons de discipliner l'affaire parce que malheureusement les femmes vous regardent. S'il vous plaît. Oui, parce que si vous je suis encore en train de parler, calmez-vous. Vous aurez votre temps de parole. Mais soyons sérieux. On aborde une problématique très sérieuse. Nous, on n'est pas au bar. Parce que sinon, on va commencer à faire ce que nous reprochons aux autres. Ils parlent et puis vous prenez la parole tranquillement après dans le même temps. Donc, ne vous gênez pas, vous aurez à réagir. Allez-y. Voilà. Donc, vous êtes dans un pays où on vous dit la jeune fille ne saurait être donnée en mariage à moins de 15 ans sans l'aval de ses parents. Et d'ailleurs, même c'est 18 ans aujourd'hui. Mais vous avez quand même des personnes dans certaines régions du pays qui choisissent de donner leurs enfants en mariage, voilà, étant encore mineurs. C'est l'État qui devrait, l'État à un moment donné, légifère. Voilà. Oui, vous allez me dire, c'est à l'État de veiller à l'application de ces lois-là. C'est à l'État de veiller donc à l'application. Mais quand dans votre entreprise, voyez-vous, j'ai dit ici, au-delà de l'État, il faudrait que nous-mêmes nous nous questionnions qu'est-ce que nous faisons pour que les droits de la femme soient respectés. Parce que le thème de cette année dit justice, droit et action. C'est-à-dire qu'il s'agit déjà, de rendre justice à ces femmes-là de manière équitable et surtout d'agir chacun en ce qui le concerne dans nos entreprises, dans nos ménages, dans nos familles. Et donc nous n'avons pas à chaque fois à prendre l'État comme bouc émissaire pour justifier en fait nos égarements. Il faudrait que nous, qui brillons par notre phallocratie, qui pensons que la femme, voilà donc, devrait être soumise à l'homme, parce que je ne sais pas ce qu'on met dans soumission dans notre pays, on a l'impression que la femme dans notre pays est élevée pour être la servante de son mari. Il faudrait que nous évoluions un peu dans cette perception-là. Voyez-vous, moi je vois des annonces dans les entreprises, on recrute du personnel, on va dire, je dis n'importe quoi, recrutement d'un commercial. Qu'est-ce que vous faites de la femme? C'est-à-dire que le simple fait déjà de masculiniser votre offre d'emploi, à un moment donné, discrimine et élimine la femme. Quand on voit le salaire qui part au monde dans certaines entreprises, pour avoir occupé la tête des départements commerciaux, le nombre d'entreprises avant d'en créer la mienne, mais moi j'ai vu par moment, lorsque nous engageons les recrutements, il y avait déjà une certaine stigmatisation de la gente féminine. On estimait que certains métiers ne sont pas faits pour elle. La femme ne supporte pas le travail, elle ne peut pas supporter d'aller sous le soleil, elle aime la vie facile. Il faudrait que nous sortions un peu de là. C'est trop facile, je dis, de tirer sur l'État, mais chacun devrait commencer par balayer devant sa propre cour. Alors, l'État est présenté comme régulateur, même lorsqu'on a des traditions qui ne respectent pas les orientations de l'État, l'État doit pouvoir veiller. Dans certains pays, l'obligation à l'éducation est automatique. Si vous avez un enfant à l'âge d'aller à l'école qui ne va pas à l'école, l'État ouvre les yeux. Il dit que vous ne devez pas le garder à la maison. Alors là, on s'est compris, Président. Oui, mais je me redis aussi, très bien, dans un pays, il y a ce qu'on appelle le régalien. Le régalien ne se négocie pas. C'est des choses dont l'État a l'obligation. Dans le régalien, je vous cite, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la sécurité. Tout ce qui relève du régalien, l'État ne peut pas se dérober. Ça, il faut le comprendre. Les Camerounais ont l'obligation de pouvoir être éduqués. C'est le rôle de l'État. Ça fait partie des missions régaliennes de l'État qui sont non négociables, monsieur. Les soins de santé, ça relève du régalien. On a obligé quand on est malade d'aller dans un hôpital et de se faire soigner. Il n'est pas normal. Quand vous arrivez dans un hôpital, on dit où est l'argent pour vous soigner? Non, l'État, c'est ça, c'est le régalien. Il y a la sécurité. Tous les conflits qu'il y a, l'État doit protéger nos frontières. Ça s'appelle du régalien. C'est non négociable. On ne peut pas se substituer en disant c'est la maman, c'est le père. Non. D'accord. Je crois qu'on s'est compris. Bonsoir, chers collaborateurs. Bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir, panélistes. C'est l'autorité politique qui impulse, donne le ton et les modalités de déroulement des fêtes du 8 mars. Pour peu qu'un compatriote est nommé par le président Biya ou même par un ministre, c'est la fête au quartier, c'est la fête au village. Cette dérive festive est épaulée par la gabégie prônée par l'État au détriment des problèmes de fond dont souffrent les Camerounais, surtout les populations démunies. Michel Gabriel Chougem depuis Yaoundé, merci pour cette contribution, Michel Gabriel. Je ne vais pas lire le message de celui qui dit que sa contribution n'a rien à voir avec le thème. Il veut se renseigner sur les produits de l'Emakouma. Il me demande à moi si j'ai des témoins qui disent que ces produits sont efficaces.
L'autre question qui est soulevée autour du 8 mars, le côté festif, malheureusement, on est obligé de reparler du pain. Depuis hier, les calculs sont faits. Si vous avez 1 million de femmes qui portent le pain à 15 000, on a 15 milliards, pratiquement. Parti, on ne sait pas où, parce que le pain est essentiellement importé. Est-ce que ce n'est pas un autre gâchis pour le Cameroun que de ne pas structurer, si jamais on ne peut pas se défaire, se séparer du pain, mais de structurer pour que ça rapporte quelque chose. La SICAM est toujours morte à Douala, alors qu'on importe les pains à hauteur des milliards de francs. Disons que c'est une tare d'une société libérale. Vous savez, la particularité de l'État du Cameroun, c'est que c'est un État social communiste. Si on peut additionner. Expliquez, on va comprendre. On va essayer de comprendre. Terre à terre. Là, on parle du pain. Non, je vais arriver au pain. D'accord. C'est-à-dire que pour expliquer un peu pourquoi on a cette spéculation, c'est-à-dire que nous sommes dans un environnement, dans un État qui a des contenus socio-communistes, c'est-à-dire qu'un État-providence qui doit s'occuper de tout le monde et tout le monde demande à l'État. D'ailleurs, je prends mon frère, le politicien, sur ces mots. Mais entre-temps, cet État évolue dans un environnement libéral où des gens veulent faire des affaires pour se faire de l'argent et où tout est structuré et pensé par cette société libérale comme opportunité d'affaires. À partir de ce moment-là, on est dans un, comment je peux dire, dans un dilemme. C'est-à-dire que l'État social communiste qui doit être l'État-providence, qui doit même un peu être dur sur les bords, parce qu'on n'est pas très loin des États dictatoriaux quand on est dans un État social communiste. Mais qui est obligé de subir les conséquences ou les effets d'une société libre et donc d'une activité économique libérale. Ça vous donne donc cette spéculation où une société nationale qui fait dans le textile peut être sautée par un groupe d'intérêts pour profiter de l'occasion du 8 mars et aller importer du pain pour venir le vendre à prix d'or. Parce que cette année, il a coûté 15 000. L'année passée, je crois qu'il coûtait 8 000 francs le double yard. Cette année, il a coûté le double de ça. Donc, on est donc... Alors, en ce moment-là, quand vous êtes le politique, que vous êtes soumis à l'exercice du pouvoir et à la décision, vous prenez une décision dans ce sens, elle va être critiquée par l'environnement juridique ou l'environnement du contentieux. Est-ce que ça demande une décision qui peut arriver au consensus que de faire fonctionner la SICAM et de capitaliser? C'est-à-dire que... Est-ce qu'on a besoin d'aller au juridique? Souffrez que je parle. On veut bien comprendre. Je fais de la communication et moi je suis en train... Non, on n'a pas dit le contraire. Voilà. Donc j'essaie d'expliquer d'abord les deux angles. Vous avez donc ce contraste entre ces deux États qui se télescopent. Vous avez donc maintenant des individus qui sont dans un environnement libéral qui saisissent une opportunité pour faire des affaires ou pour faire une affaire. Et vous avez maintenant l'État... Ils ne saisissent pas l'opportunité, ils créent l'opportunité. Non, mais c'est même ça les affaires, on crée des opportunités. Ils créent l'opportunité. On les saisit, si voilà. Ils ont saisi une opportunité. Maintenant, vous avez l'État qui, lui, a une société qu'il a créée, qui fait dans le textile. Si cet État, par une décision politique, décide que le pain est fait à la SICAM, oui. Et c'est comme ça, oui. Vous verrez tout de suite après les conventions et les différentes dispositions, les structurations internationales qui viendront vous rappeler que c'est un comportement anti-X, anti-Y. Ça veut dire que nous ne sommes pas souverains alors. C'est quoi l'État? C'est quoi? Est-ce que la libéralisation du commerce ou l'État veut dire qu'on ne contrôle plus? Non, non. L'État régule. Oui. L'État donc est le régulateur. Maintenant, en tant que régulateur, l'État fait donc face, par exemple pour le 8 mars, à un dilemme. Il faut peut-être sortir de l'argent dans les caisses de l'État pour donner à la société SICAM qui n'est pas assez compétitive au niveau de la vente de ses produits et qui n'a pas la trésorerie nécessaire pour pouvoir, ne serait-ce que frapper entre guillemets, hein, c'est-à-dire que c'est battre... C'est-à-dire qu'on a un bijou comme la SICAM qui en réalité ne devrait pas souffrir et on la décrit aujourd'hui comme une société exempte qui ne peut rien faire, qui ne peut pas être compétitive. Dans cet environnement, souffrez, dans cet environnement libéral qui évolue dans un État socio-communiste, vous avez la compétition sur le plan économique et la compétition sur le plan commercial. Et vous avez les habitudes de consommation du marché
n'est-ce pas, qui font que la SICAM se retrouve empêtrée dans un ensemble de difficultés, parce que la SICAM va faire des tissus camerounais, n'est-ce pas? Va faire des tissus. Va faire des tissus. Des tissus. Et va les faire sur place, n'est-ce pas? Oui. Oui. Est-ce que dans nos habitudes de consommation, on n'est pas enclin... Est-ce que la femme qui a acheté le pain, c'est le pain, elle vient? Pour lui parler d'habitude de consommation. Il y en a qui croient que c'est Lakin Textile qui fabrique les pains. Pour eux, là, pour ces femmes-là, c'est Lakin. Vous allez leur dire que non, les femmes vont refuser de consommer un pain fabriqué au Cameroun. Je vais couper court. Vu l'environnement microéconomique et vu la situation de la SICAM, pour que la SICAM prenne le contrôle pour battre le tissu du 8 mars, il va falloir que chaque année, n'est-ce pas, l'État décaisse et lui donne les moyens pour battre. Et c'est les moyens qui manquent? Pour battre le tissu. C'est les moyens qui manquent à l'État? Oui, et là, si vous donnez la possibilité à la SICAM de vendre 1 million de tissus et d'avoir 15 milliards, quelle est la société qui ne va pas fonctionner? Et là, on revient donc... C'est aussi basique, non? Oui, et là, on revient donc à, pour le 8 mars, l'État doit décaisser 3 milliards pour donner à la SICAM. Pour faire des et vous en donnez déjà à Cameroun, vous ne vous plaignez pas. Vous donnez déjà à ces structures qui ne marchent pas. Non, il y a vos lignes, vos lignes là, vous partagez l'argent. J'essaie d'expliquer un peu la difficulté qui est celle. C'est pour ça que j'ai parlé dans ma première prise de parole que moi je suis à la place du décideur, de celui qui a le pouvoir de décider. Je supprime l'existence d'un pain le 8 mars. Le problème est réglé. Ça va d'abord plus concentrer même la gente féminine à d'autres activités. Ça va vous réduire tous ces excès du 8 mars, n'est-ce pas? Et on va peut-être mieux faire la promotion. Mais la question, Fabien Sigana, est celle de savoir, au lieu d'importer les pains à hauteur de nombreux milliards de francs CFA, et laisser la SICAM mourir, parce qu'au bout au moins vous avez connu la SICAM. Est-ce que l'État ne peut pas penser autrement, redonner vie à la SICAM? Et il y a la Sodecotton qui produit le coton, et ainsi de suite. On a tout localement. Pourquoi ne pas ressusciter cette structure que de faire gagner beaucoup d'argent aux grands Bayamselam qui se font passer pour des industriels au Cameroun? Justement, c'est la plupart de ces grands Bayamselam, comme tu le dis, c'est encore entre eux, les ministres et les directeurs, c'est eux qui mettent tout ça, qui achètent ailleurs, puisque c'est le ministère lui-même qui achète les pains pour les femmes. Sauf ceux qui ne travaillent pas dans le ministère qui vont accéder leur mari, mais sinon c'est le ministère lui-même qui se permet de mettre la main dans le budget de l'État, c'est-à-dire les impôts que nous payons pour distribuer les pains. Alors que le gouvernement lui-même, il a parlé d'impôt substitution. Il suffit d'augmenter, c'est-à-dire les droits de douane, et permettre donc à la SICAM de fabriquer. Ça veut dire que le pain va coûter 100 000 francs quand il est importé, alors que la SICAM va vendre son pain à 8 000 francs. C'est tout ce qu'il faut. C'est une décision de l'État. Quant à dire qu'il y aura les bassins internationaux qui vont dire que voilà, mais nous sommes souverains. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes souverains, on décide de l'import substitution, on fait appliquer la politique d'import substitution, point. Et quand on parle même de responsabilité, voilà l'une des responsabilités de l'État. Que je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'on met tout sur l'État. Effectivement, on met tout sur l'État. Parce que quand il y a un truc, la dame, elle était au ministère des Finances. Mais pourquoi le ministère des Finances, avec tout cet argent, n'ont pas appelé les journalistes, appelé les femmes qui sont intéressées à venir à ces séminaires où je ne sais pas comment ils s'appellent. L'État a le moyen pour le faire. Mais en réalité, l'État n'est même pas intéressé parce que tu vas voir quand il y a la fête, je dis même la fête, quand il y a le 8 mars, vous savez ce qu'ils font dans le ministère. Le ministre peut appeler un groupe là et dit donc, trouvez-nous un thème là, et puis vous appelez quelques journalistes, on dit qu'on a quand même organisé un truc. Il n'y a personne. Il n'invite personne, même ceux-là qui viennent, on met même un budget, ok. Il s'arrange à ce qu'il y ait le moins de personnes qui atteignent, parce que sinon ça va réduire l'argent qui a été mis à la disposition. Vous comprenez? Et l'autre responsable, c'est la femme. Parce que les femmes ne s'engagent pas. Les femmes s'engagent seulement quand il faut aller danser, et puis manger, et puis, comment on dit, s'y lever. C'est tout.
les femmes ne se disent pas que nous devons nous battre. Par exemple, moi je n'ai pas vraiment un problème personnel, c'est-à-dire pour vivre, mais je suis en train de me battre dans l'opposition. J'ai eu toutes les opportunités pour ne pas être dans l'opposition, mais j'ai refusé. J'ai dit, il faut se battre. Il faut apporter un changement dans ce pays. Il faut qu'il y ait la bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait un vrai projet qui change notre pays. C'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que moi je fais dans la politique. Avant, je ne faisais pas dans la politique. Moi, je faisais mes affaires. Donc, ce qu'il faut, la femme doit s'engager. On ne va pas, ne comptez pas sur moi pour marcher dans la rue avec les pancartes que les droits de la femme. Non, c'est vous. C'est vous qui devez le faire, vous les femmes, ce n'est pas moi. La victime, hein, non, bien sûr, c'est eux. La victime, parce que quand vous êtes victime, vous vous fâchez, vous dites ça ne doit plus arriver comme ça. Pourquoi vous dites que la femme est la victime? Encore c'est lui qui parle de victime. Moi, je ne parle pas de victime. On veut vider cet aspect lié au pain. Il y a un gros souci. Et puis on entre dans l'aspect Il y a un politique. gros souci. Il y a un construit sur ce plateau qui est un peu... C'est-à-dire que le tableau qui est décrit ici, c'est vraiment les droits de la femme au Cameroun sont au dernier niveau, sont à même le tapis. Et que la moi, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas ça. la femme doit se plaindre. Je voudrais que je parle. Et ce décor planté semble à tout prix essayer de faire le procès de l'État. Mais on ne va pas quand même ignorer que dans ce pays, on est allé jusqu'à créer tout un ministère pour la promotion de la femme et la famille. Ça, oui, et ce ministère-là qui sort pour dire que ceux qui n'ont pas de c'était intégré à ces affaires, conditions féminines, naturalistes. Et ça n'a pas changé. Tout un ministère. La question, on a la promotion de la femme et de la famille. Pour quel Ça impact? veut dire que Pour quel impact? La question, c'est une émission sur l'impact. Non, mais puisque vous avez évoqué cela, on est à l'émission, on ne verra pas une deuxième. Je vous conseille, par exemple, le 8 mars, de faire venir des responsables ou un inspecteur du MINFOP. Il n'y a personne qui vous dira que ça ne marche pas. Non. Tous sont des documents et des chiffres incroyables. Et vous vous intéressez en tant que journaliste, une fois de plus, à aller faire des investigations sur ce qui se fait dans ce ministère pour la promotion de la femme. Je passe. Qu'est-ce qui est fait, Ferdinand? On va passer. Quelque chose. Les femmes, les indicateurs sont lesquels? Depuis qu'on a donc ces ministères, est-ce qu'on a plus de femmes promues dans les affaires politiques et autres? Moins de femmes battues. On vient de traverser des élections régionales. Il n'y a pas une seule femme qui est présidente d'un conseil régional. On est à Yaoundé. Yaoundé qui est le miroir. 7 communes, Il n'y a pas de femmes. pas de femmes à la tête des communes de Yaoundé. On a 10 régions, pas de femmes gouverneurs de régions. Vous voulez comprendre quel indicateur pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui est fait? Il veut défendre l'État RDPC. Je vais vous donner une réponse qui va... nous fermer la bouche, comme on dit au quartier. Non, vous serez tous contre ma réponse. Mais je vais répondre. Sauf que je parle. Même madame. La décision, c'est-à-dire que la gestion politique d'une cité, n'est-ce pas, est contrôlée par le politique qui, quand il doit décider, il place toujours son agenda. Et c'est comme ça dans le monde entier. En des termes clairs. Ouais, c'est-à-dire la gestion de Yaoundé est décidée par les gens qui pensent que la femme ne peut rien. Quand vous êtes un décideur politique et qu'il faut prendre des décisions pour des positions ou des places, vous convoquez les équilibres, n'est-ce pas, les contenus et les apports. C'est-à-dire que quand il faut commencer à dire que restons dans Yaoundé. Politiquement, on va devoir donner des positions, n'est-ce pas? Le politique qui gère la société va devoir quel est le contenu, quels sont les équilibres, qu'est-ce que vous apportez. Et après avoir réfléchi comme ça, il y a cet équilibre-là. À cet équilibre-là, vous verrez donc que c'est malheureux. La plupart du temps, comme il a dit, les femmes ne se sont pas engagées assez pour avoir cet apport, cet équilibre. Donc, soit le politique donne un moment pour décider. Vous voulez dire que à Yaoundé, on est dans le Fundi. On veut prendre l'exemple que tout le monde comprend. Vous voulez dire que dans le Fundi, les femmes n'ont pas voulu. Elles ne se sont pas engagées. Ou alors le politique a pensé que les femmes ne peuvent pas. Ce que je vais dire simplement, c'est que quand le système gouvernant, n'est-ce pas, qui a pour le parti qui l'appuie, le RDPC, convoque les équilibres, les contenus et les apports pour gérer ou maîtriser
la ville de Yaoundé. Il n'y a pas de femmes. Quand on ressort, vous allez voir que au lieu d'avoir 60 femmes sur 100, on aura une dizaine qui rentrent dans les canevas. Alors, soit le politique donc se met à faire de l'esthétique en disant ok, pour la promotion de la femme, j'ai dit que nous ne serons pas d'accord. Et c'est un raisonnement, c'est-à-dire ça c'est, je suis sûr que devant la télé, il y a des gens qui s'agissent derrière ce genre canapé tout, mais c'est pratique, c'est un raisonnement clair et simple du politique qui doit maîtriser et gérer le pouvoir. C'est-à-dire, je veux que ceux qui sont avec moi m'apportent des choses pour que moi je continue à garder ma position de pouvoir, n'est-ce pas? D'accord. Alors, on réfléchit donc sur la position de garder le pouvoir. Je dis juste le doyen dit un mot. Juste un mot. Le doyen dit un mot. Alors, le politique décide de le faire... politique ne pense pas à son pouvoir à lui. Non, le politique partout dans le monde. Si on met une femme, ce sera que l'esthétique et non l'efficacité, et non la compétence. Les femmes doivent, les femmes, parce qu'elles se sont engagées, elles sont dans le fameux apport d'équilibre et de contenu. Donc on va faire dans l'esthétique en disant il faut mettre une femme là. Réaction d'abord du doyen. Oui, ce qu'il y a, c'est que même dans les pays où il y a eu l'esclavage, comme les États-Unis d'Amérique, il y a ce qu'on dit une loi qui a été votée, qu'on appelle affirmative action. Ça veut dire qu'il y a un pourcentage minimum dans chaque administration où il faut qu'il y ait des Noirs. Et pourtant, ils ont fait l'esclavagisme. Dans leur pays comme le Cameroun, la loi électorale dit qu'il faut... 30% au moins. Non, pas 30%. On parlait de... C'est-à-dire le mixing là. C'est-à-dire c'est le terme qui m'échappe là. C'est-à-dire... il faut au moins une femme. Oui, sinon, il faut au moins un homme. Genre, oui. Dans le genre et même dans voilà l'aspect sociologique. Et quand vous prenez dans les exécutifs communaux, dans la ville de Yaoundé, il n'y a pas de femmes... Et donc sur scène, il n'y a pas de femmes mères. Vous parlez de femmes titulaires mères. Ah, vous parlez de quoi? Mais il a parlé tout à l'heure de l'équilibre. Non, pas des femmes titulaires, mais en matière de femmes, en matière de femmes, il faut dire ceci. On vit d'abord la fête des femmes. D'abord la femme. Un doigt accusateur sur la femme et je lui ai dit, vous ne pouvez pas accuser la victime. Parce que vous voyez, vous nous sommes en train de faire sur ce plateau, ce que nous, sur votre thème, vous dites bon et mauvais, point. Et nous sommes en train de voir ce qui marche pour Cameroun. Mais voici que nous avons transformé notre débat. Nous sommes sur la question du pagne. Or, si nous revenons sur le thème droit, justice, action, parlons des droits. Aujourd'hui, on devrait être en train de questionner notre cadre légal. Est-il favorable à la femme? J'ai entendu sur ce plateau qu'on a plus de femmes que d'hommes dans notre pays. Et pendant qu'on est donc en train d'accuser le gouvernement qui ne jouerait pas son rôle, mais si dans le gouvernement vous avez plus d'hommes que de femmes, pourquoi voudriez-vous qu'ils agissent en faveur des femmes plutôt que de se tailler la part du lion? Voyez-vous? Donc, si on va sur le plan de la justice, la femme a-t-elle accès exactement comme l'homme aujourd'hui à la justice dans notre pays, dans nos familles même très souvent, lorsqu'elle est victime de violences conjugales et qu'elle va porter plainte, on estime que c'est une mauvaise épouse. Parce qu'elle devrait peut-être trouver des voies de médiation, elle devrait aller voir peut-être les beaux-parents, ne même pas en parler à sa famille. Alors, dans cet état d'esprit, comment est-ce que vous voudriez que la femme puisse briser le silence, se rendre aux autorités en toute confiance? Voyez-vous, il faudrait que dans notre esprit, nous arrêtions. Aujourd'hui, c'est pour cela que sur ce plateau, je dis, je refuse de prendre facilement pour bouc émissaire l'État, mais je voudrais mettre l'individu, surtout l'homme, au cœur du débat. Parce qu'il faudrait que l'homme camerounais aujourd'hui, dans sa mentalité phallocrate, cesse de penser qu'il a main mise sur sa femme et que pour peu qu'elle n'est pas d'accord, qu'il puisse lever la main sur elle. Parce qu'on parle des féminicides, mais la violence commence déjà par la violence, par une simple gifle terminée justement de cet aspect, parce qu'on a écouté Ferdinand tout à l'heure, il a prévenu qu'on ne sera pas d'accord avec lui. Il y a trop de calculs qui semblent démontrer que la femme ne répond pas beaucoup à cela. Je rappelle qu'on a déjà quand même une femme mère titulaire à Yaoundé 4. Et puis on l'a éjectée, on ne sait pas trop pourquoi. Non, quand on a des équilibres, on fait qu'elle a été battue. Pourquoi il peut y avoir des équilibres sans une femme? Vous parlez d'équilibre. Elle a été battue quand on a d'abord Juliette. Je reviens sur le point. L'enveloppe n'a pas dit. D'abord Juliette. Oui. Merci Jean-Jacques. Je pense que... Ne me tapez pas sur le plateau. Le débat, si j'ai l'impression que... Il n'y a pas de violence ici. Nous sommes en 2012.
Pourtant, on est en 2026. Pourtant, nous sommes en 2026. Vous dites que les femmes ne s'élèvent pas, les femmes restent en retrait. Je suis quand même un peu d'accord sur le fait que ce que les femmes font n'est pas assez mis en lumière. C'est pourquoi le pain coûte 15 000. Vous dites que le pain coûte 15 000. Pourtant, en réalité, il coûte 10 000 francs. Il a coûté 15 000, il a coûté 17 000, il a coûté 20 000. Ça veut dire que moi, je suis une femme. Comme la femme que je suis, j'ai travaillé dans des entreprises où j'ai voulu avoir des postes assez intéressants, mais il fallait bagarrer avec les hommes qui pensaient que non, la femme, elle ne peut rien me dire, surtout qu'elle est même petite de quoi, elle va me dire quoi. C'était très difficile. Et moi, je réfléchis en tant que femme et je crée une stratégie. Quand le pain arrive à la SICAM, j'achète tous les pains de 10 000. J'attends quand ce sera en rupture de stock. Je vends à 20 000. Et puis, c'est vous qui dites que le pain, c'est seulement soulever les cabas. Il y a aussi des femmes qui réfléchissent comme ça. Et c'est pourquoi le pain coûtait 15 000 francs. Donc aujourd'hui, en 2026, les femmes ne sont plus au niveau de... elles ne se lèvent pas, elles ne bataillent pas. Je sais que vous avez suivi les médias il y a quelques temps. Il y a Cathy Meba qui a beaucoup lutté. Il n'y a pas que elle, il y a beaucoup d'autres femmes qui travaillent avec acharnement pour atteindre le niveau que vous voulez. Et je pense que le débat... Là, elles sont dans l'apport, dans le jeu et les enjeux politiques, l'apport. Non, elles ne sont pas dans l'apport. Elles sont en Elles n'arrivent réalité... pas seulement parce qu'elles sont femmes. Il faut bien vous Elles viennent installer... compétir avec leurs qualités et les capacités. Oui. Elles sont Malheureusement, dans l'apport. vos jeux que vous évoquez tout à l'heure ne mettent pas en vitrine En leur tout qualité, cas- leur capacité. Vous êtes dans la conservation du pouvoir. Non. Qui peut mieux bagarrer pour Voilà. moi Non. pour que je conserve le pouvoir? C'est ce Combien que de vous femmes avez sont dit. investies? C'est ce qu'on a Alors, compris. les femmes sont investies dans vos partis. C'est ce que vous avez compris. Combien de femmes Dans- postulent? Beaucoup Il faut de d'abord femmes qu'elles bousculent. postulent. Vous, Parce elles nous qu'elles ont pas les postulent, compétences. sauf que parfois elles sont on les excite, canapé. On les excite. Elles postulent, mais parfois elles sont Non, mais débarrassées par la face canapé. Non, mais c'est réel. Non, mais c'est vrai. C'est aussi une réalité. C'est aussi une réalité. Non, C'est une réalité. Autant on est d'accord que... Vous leur donnez cette preuve-là, les preuves du lit. Non, Oui. autant Jean-Jacques, je veux dire, c'est-à-dire, il serait dangereux de dire qu'elles sont obligées de passer par... C'est Pas toutes, mais il y en a qui passent par les preuves du lit. C'est comme si c'était structuré, organisé, comme un des critères de sélection, non. Malheureusement, c'est la réalité les actes aujourd'hui que dans notre peuvent société. poser certains individus en Voilà. voie de pouvoir, Même pour ou les qui professions, sont nombreux. l'utilisent Ils sont mal, nombreux. sont d'ailleurs condamnés par nos lois. C'est-à-dire que monsieur X ou Y Mais c'est utilise qui la mal sa loi? position, ils peuvent être condamnés. Et puis, Qui Mais c'est qui la loi? Voilà, seulement. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que C'est pas quand le une harcèlement. compétition politique Vous ouverte, voulez étouffer un aspect important, les dénonciations des femmes, Voilà. non, les harcèlements, Voilà. les promotions canapé, Voilà. ainsi de Et suite. Ça puis, existe. Il a l'air de faire comme si c'est certaines personnes qui le font. N'est pas honnête. Pourtant, je mets au défi je n'ai pas que toutes dit- les non. femmes qui travaillent dans les Je n'ai pas entreprises dit que- sont Je soumises n'ai à pas ça. dit que ça n'existe pas. Ce que je veux faire entendre, c'est que ce n'est pas structuré, organisé, comme un moyen d'ascension. On a là affaire à des individus qui sont déviants, qui utilisent leur pouvoir, ou bien le pouvoir de décision qu'ils ont, pour avoir des facilités auprès des femmes. On a même Mais affaire à- vous dites des on a affaire individus à- comme on s'il a y affaire- en a certains et on a- que d'autres ne sont pas comme ça. Non, C'est la non, majorité. non. Bien sûr, Alors, on va c'est prendre un autre la aspect. On a un aspect de Absolument, violence. ce que je ne veux pas faire entendre au public. Arrêtez Ce de n'est voir des pas, femmes comme des proies. organisé et structuré comme ça. Arrêtez On a de affaire voir des femmes les comme des prédateurs, proies. les prédateurs, mon jeune frère, les prédateurs de ce genre, vous entrerez dans toutes les sociétés. Est-ce que vous les Vous sanctionnez? avez, Est-ce que vous les sanctionnez? vous avez d'ailleurs des parti? scandales dans différents pays. Est-ce que vous On a les d'ailleurs sanctionnez? eu tout un président d'un État très puissant qui s'est retrouvé en difficulté face à un procureur parce qu'il a harcelé une jeune stagiaire dans ses bureaux. Ça veut dire que ce n'est Alors, pas je veux pas qu'on retienne. comportements humains qui sont à condamner. Ferdinand, Il n'a pas- je ne veux pas qu'on retienne que la sanction de la femme est beaucoup trop compliquée et que les calculs qui sont posés sur la table généralement écartent les femmes. Elles se plaignent déjà de ce que lorsqu'elles ne passent pas par le canapé, Voilà. il faut être la femme, l'épouse d'eux Voilà. ou la sœur d'eux. Le cliché le plus visible, c'est les nominations des proviseurs. La plupart des... Il ne faut pas en rire. hein. En 2 ans, La c'est-à-dire plupart des qu'on dit que proviseurs les qu'on a femmes sont soit épouses, soit sœurs, soit belles-sœurs de quelqu'un de haut placé. Elles sortent de l'école normale 2 ans On plus peut en tard. parler ici à Yaoundé et citer les cas.
on ne prendra pas au piège. Bonsoir Jean-Jacques Zé, belle émission. Pour moi, la journée de la femme est une journée comme toutes les autres, car savez-vous les injustices que les hommes subissent au quotidien. Peut-être comme les hommes ne se plaignent pas, on croit que ça va, mais que non, Jean-Jacques. Les hommes souffrent énormément. Exemple simple, les 4 hommes sur le plateau, la dernière fois qu'ils ont mangé ce qu'ils veulent chez eux, c'est quand on nous impose tout, on nous sèvre. Ah bon, c'est vrai aussi, on nous donne quand on veut, mais on supporte d'ailleurs qu'il y a beaucoup de veuves que de veufs. Ça dit tout. Un bonsoir à mon jeune frère Ferdinand, c'est à Djomon, depuis Niété, dans les profondeurs du sud là-bas, qui pense aux hommes. Le syndicat n'est pas mort, finalement. Je salue la dynamique Nga Juliette sur le plateau. Il est temps que les femmes cessent de se plaindre et prennent leur destin en main. C'est à ton mari René. Le 8 mars est une journée symbolique, souvent meublée de conférences et débats afin de mener des réflexions sur la responsabilité des femmes et jeunes filles, attitudes et aptitudes pour une meilleure complémentarité entre hommes et femmes. Sur le plateau, concernant le pain du 8 mars, l'État a les moyens de faire produire ce pain au Cameroun. Comment expliquer que l'État produit les pains et autres gadgets pour la campagne présidentielle qui sont distribués gratuitement, mais n'a pas les moyens pour produire le pain du 8 mars qui lui est générateur de revenus? La vérité est que le pain du 8 mars est le business d'une personne intouchable. Il suffit juste que les femmes décident de boycotter ce port de pain que le business va disparaître. Tiger, depuis Douala, et le président Eric Tekib voulait réagir sur cette question de pain produit à l'extérieur, importé, même le pain de la campagne du nom qui est importé. Oui, je pense que c'est une erreur. Et les femmes ont le pouvoir d'agir là-dessus. Je pense qu'il y a une partie de la réponse, de boycotter le 8 mars. En donnant leur boycotter le pain. Boycotter le pain, pardon. Le pain du 8 mars, dit nous ne portons pas. Ça veut dire que si on ne fabrique pas ça sur place, nous ne portons pas. Si les femmes ont ce pouvoir, elles peuvent le faire. De deux, si le pain est produit au Cameroun, un, il vous coûtera beaucoup moins cher. De deux, vos enfants pourront travailler. Parce que quand on délocalise les emplois, quand on le produit en Chine et qu'on le fait venir avec des conteneurs, etc., non seulement il coûte beaucoup plus cher. Mais pourquoi? Si ce n'était pas des intérêts privés, tout le monde gagnerait. Parce qu'on aurait pu, on vient de faire le calcul au ministère, l'État met pour quelques semaines de l'argent pour un pain qui va arriver et qui est souvent en rupture. Ça veut dire qu'on achète tout. On peut calculer de prime abord la marge du pain. Donc, en temps normal, on devrait même prendre l'argent de l'État, acheter ce pain, venir vendre au prix normal aux femmes et les ajouter même un chèque, puisqu'il y a de la plus-value sur le prix qu'ils ont pris pour ça. Mais on se rend compte aujourd'hui, non seulement ces femmes défilent à un prix obligé, et leurs enfants perdent l'emploi parce qu'il y a de la délocalisation. Lorsqu'on importe, les conséquences sont graves. On ne peut pas tolérer cela. La SICAM, non, on ne peut pas supprimer. Non, c'est un truc symbolique qui est important. Mais on peut faire que la plus-value de cette activité puisse bénéficier aux femmes aussi. C'est-à-dire, ce jour-là, les femmes devraient normalement, le ministère des Affaires sociales devrait distribuer un chèque. Puisqu'il est là un bénéfice. Le pain, le prix qu'ils achètent pour venir vendre ici à 15 000, il y a un bénéfice. Ce bénéfice, c'est des intérêts privés. Mais on peut le redistribuer aux femmes qui sont concernées par l'activité, que c'est elles qui paient avec leur argent. Parce que dites-vous, lorsqu'on a le pain qui est sur le marché, quand une femme prend 15 000 dans son porte-monnaie, c'est un prélèvement obligatoire sur son pouvoir d'achat. Vous en conviendrez, donc c'est son salaire qui baisse. Ces 15 000, elle ne peut plus faire autre chose avec, parce qu'elle a mis dans le pain. Donc ça veut dire que si elle doit faire une deuxième chose, elle doit plutôt trouver l'argent. Donc si le prélèvement obligatoire, c'est son argent, ce n'est pas une subvention de l'État, ça veut dire qu'elle devrait être les premières bénéficiaires. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On se rend compte que non seulement on peut le faire au Cameroun, on ne le fait pas. De deux, on le fait ailleurs et ça a une plus-value dont elles ne sont pas bénéficiaires également. Donc on voit très bien qu'il y a des intérêts privés, égoïstes, qui sont liés à cette activité. Quelqu'un a parlé d'intouchables qui seraient derrière ce pain tout à fait. Du 8 mars. Des gros intérêts seraient engagés. Si la SICAM est relevée, comme le dit notre frère, nous sommes surpris de la communication du stratège
qui parle de supprimer le pain et tuer la SICAM au lieu de favoriser et d'appliquer l'impôt substitution que Fabien a abordé tout à l'heure. Il suffirait à l'État de soutenir la SICAM pour que cette dernière se relève. Ignace, du côté de Douala, qui se souvient. Vous allez réagir, vous allez réagir. Je vais lire 2 ou 3 messages encore. Permettez que j'avance pour que eux aussi participent. Bonsoir sur le plateau. Voilà l'une des raisons qui montrent à suffisance que les femmes sont stigmatisées. Le monsieur, voilà, un peu gros, voilà, en chapeau, pense qu'il est mieux placé que cette femme, point d'interrogation, que dit Sony de Batouri, bien vouloir dire à cet écrivain qui semble trop défendre les femmes en parlant de phallocratie, que même le Créateur a toujours voulu que l'homme soit au-dessus de la femme dans tous les domaines. Vos histoires de parité, de genre et autres sont des lobbyistes qui soutiennent ces choses-là. Sony de Batouri, voilà un gars, très dur, c'est un homme. Bonsoir Jean-Jacques. Notre pays a beaucoup évolué en ce qui concerne la protection, la promotion des droits des femmes sous le renouveau. La preuve, sous le magistère du président Paul Biya, le taux de participation des femmes dans la vie publique est admirable. Admirable, c'est quel pourcentage? En dehors de certaines positions politico-administratives, les femmes sont suffisamment représentées au sein de la technostructure de l'État et dans les représentations diplomatiques et même au sein des collectivités territoriales décentralisées. De nos jours, les femmes occupent les fonctions de membres du gouvernement, de parlementaires et dans la préfectorale. Il y a 2 femmes préfets. Il y a des femmes préfets, des sous-préfets, directeurs d'administration, PCA et certaines sociétés d'État, etc. Cette évolution significative prouve qu'il y a effectivement une volonté politique d'accompagner l'émancipation de la femme. Le conseiller régional du Sud, Parfait Ongene, d'accord, Parfait Ongene, qui dit qu'il y avait quoi avant? Beaucoup de choses semblent avoir avancé. Jean-Jacques, la SICAM a toujours fabriqué son pain du 8 mars 100% coton, mais depuis 2017, qu'on a remplacé le DG, qui était un expatrié par soi-disant nationaliser les entreprises publiques, on est tombé sur ce qu'on voit maintenant. Le DG actuel est absentéiste et de son poste investigué sur la SICAM. Et vous aurez la vérité. Les ouvriers sont à 13 mois d'arriéré de salaire. Les retraités ne touchent pas leur pension. Charles Depuis doit la... Charles, est-ce qu'on n'est pas dans les conséquences de quelque chose? Est-ce qu'on ne tape pas sur le frère DG pour rien? Bonsoir, très cher et estimé Jean-Jacques. Je vais donner mon point de vue à l'expert au plateau pour lui dire que le Cameroun est tout sauf un État social libéral. Un État social libéral, c'est un système qui combine les politiques sociales, protection sociale, services publics, avec des principes économiques libéraux, libre marché, droits individuels. Ça vise à équilibrer justice sociale et liberté économique. Exemple, l'Allemagne, la France. Bonne émission, Pascal Lima, depuis son Comol par Msondo. Merci beaucoup, qui fait également un exposé sur la journée internationale des droits de la femme qui est célébrée, un moment important au Cameroun pour promouvoir l'égalité. On n'aime plus parler d'égalité des sexes. Les sexes, eux, ils ne seront jamais égaux. D'abord qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas la même forme. Comment ils ne peuvent pas être... Le dernier aspect va concerner la femme en politique. Nous sommes en 2026, au lendemain des discours importants du président de la République, qui a placé ce septennat sous le signe de la femme et du jeune. Parlons de la femme. Est-ce que ce n'est pas également un autre gâchis que la femme, au lendemain de ce discours, n'insiste pas sur le contenu de ce septennat qui lui est dédié? Bon, disons qu'il est très difficile aujourd'hui de commencer à demander à la femme d'insister. Elle doit quoi attendre? Non, je crois qu'il y a les élections eu en octobre, le président a prêté serment. Le 6 novembre. Vous avez à venir les législatives et les municipales qui sont les véritables élections qui définissent la configuration politique du pays ou d'un pays. Mais doit-elle attendre pour faire pression? Parce qu'elle se souvient encore que les régionales ne se sont pas bien passées pour la femme. Les pressions justement, les compétitions politiques arrivent. Les enveloppes. Nous parlions tantôt... Président, vous parlez d'un monde idéal. Non. On sait comment ça marche. On sait comment ça marche. Si ton nom n'est pas inscrit là-bas, tu n'es pas là. Si c'est pas dans il n'y a pas de compétition politique. Dans les investitures, il n'y a pas de compétition politique. Président. Si c'est pas dans l'enveloppe. Parlons des choses qu'on connaît tous. Je vous parle, je suis quand même ici comme représentant du RDPC. Et d'ailleurs, il y a plusieurs autres partis politiques qui vont compétir. Donc il est question maintenant que les partis politiques, notamment,
fasse la promotion du genre et insiste pour que les femmes s'engagent le plus et que les femmes elles-mêmes comprennent que le président a dit c'est notre moment. Peut-être aujourd'hui plus qu'hier, il faut qu'on s'engage, qu'elles s'organisent en groupe, qu'elles mettent sur pied leur stratégie pour venir compétir et passer. C'est-à-dire que c'est la première, disons que c'est le premier jet, c'est les législatives et les municipales, n'est-ce pas? Et après ces législatives et les municipales, évidemment que le président de la République, que le président Paul Biya, président national de RDPC, vu la nouvelle configuration politique du pays qu'il aura appelé les législatives et les municipales, va faire un gouvernement. Et en ce moment-là, lui-même, ayant pris langue avec nous, que ce sera le mandat des femmes et des jeunes, va évidemment, en fonction de la configuration politique, mettre en acte sa parole. Mais inscrit cela dans le discours, Éric Rodrigue, inscrit cela en 2025 dans son discours d'investiture comme le mandat de la femme et jeune. Est-ce que le président ne faisait pas une sorte de mea culpa, reconnaître que ça n'a pas été le cas par le passé en 43 ans? Bon, je ne suis pas son juge, je ne saurais dresser ici le bilan. On n'est pas juge, on est analyste. Voilà. Ne refusez pas votre rôle. Là, ce que je voudrais dire, c'est nous attendons le chef de l'État, comme on dit trivialement, le maçon se juge au pied du mur. Moi, je l'ai dit ici, on attendrait de voir dans son nouveau gouvernement quelle place il accordera aux femmes. Nous attendrions qu'au sein du RDPC, que des femmes soient investies et qu'on cesse de nous dire qu'on n'en trouve pas parce qu'elles ne postulent pas. Vous ne pouvez pas avoir autant de femmes qui vont défiler souvent voilà, lors du 20 mai et nous dire que vous n'avez pas de femmes au sein du RDPC. Vous avez dit tout à l'heure qu'elles ne postulent pas. On a dit qu'elles doivent s'organiser, elles postulent. Mais quand on ouvre la compétition, elles se font battre. D'accord, permettez-leur donc aujourd'hui. Il y a des compétitions. Permettez-leur donc aujourd'hui. Si le jeu est ouvert, vous me posez une très bonne question. Les femmes sont majoritaires. C'est une vue d'esprit de penser que quand les jeux et les enjeux politiques commencent, la femme, par solidarité de sexe, va forcément s'allier. La femme est un problème pour la femme. Derrière. Parce que c'est des compétitions politiques. Et je voudrais je suis très heureux parce que vous avez appelé la femme à se lever. Parce qu'elle parle de s'élever. Moi, je voudrais me dire se lever. Parce qu'il faudrait que la femme elle-même prenne en main son destin. Exactement. Si elle ne le fait pas, personne ne le fera. Mais que nous autres, nous les accompagnons. On a eu dans ce pays la tripartite, on a eu le dialogue national. Je pense qu'il serait temps que nous nous asseyions pour voir ensemble quelle est la place que nous voulons réellement accorder à la femme dans notre pays. J'ai parlé du cadre légal qui consacre l'autorité de l'homme sur la femme en tant que chef de famille. Et dans ce cadre légal, on peut avoir une modification de la Constitution. On peut inscrire tout à fait la représentativité des femmes dans le texte, la loi et fondamentale. consacrer l'égalité genre dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas continuer. Il y a un téléspectateur qui a contribué. Merci pour sa contribution. Ça nous permet justement d'avancer dans le débat. Mais allez donc chez toutes les femmes pasteurs aujourd'hui. Il faudrait que nous comprenions que nous sommes en 2026 et qu'on ne peut pas continuer à pleurer sous le joug de la religion pour justifier certains choix discriminatoires. La femme est un être à part entière. Qu'on cesse de croire que sa place est dans les casseroles alors qu'elle peut jouer un plus grand rôle. D'abord au sein de la famille, dans les entreprises et sur la scène publique. Mais il faudrait que... parce que déjà, je viens de le dire, vos lois sont obsolètes et encore que celles mêmes qui sont là ne sont pas totalement appliquées. Donc, il faudrait vraiment que nous valorisions la famille. Non, qu'on consacre justement l'égalité genre. Que faites-vous dans les familles monoparentales? Que faites-vous de ces femmes qui sont à la fois père et mère? Donc, à ce moment-là, on fait quoi? On les jette à la poubelle? Non, et on va consacrer... Enfin, on va enlever il faut continuer. L'homme est le chef de la famille. À ce titre, et même bien plus loin. Est-ce que vous savez que selon notre code civil, alors si on fait est-ce que vous savez que selon notre code civil, de la famille, c'est pas possible. On est en train d'évoquer. Ailleurs, l'homme est tout le chef de la famille, même au Rwanda. Voilà. Mais là-bas, on a consacré du 50-50. Voilà. Ça n'a pas changé que l'homme reste le chef de la famille. Il faudrait au niveau des entreprises, c'est là où je demande quelque part à l'inspection du travail de jouer pleinement son rôle. Il faudrait qu'on oblige aussi les employeurs à cette parité-là, à recruter autant d'hommes que de femmes et à responsabiliser les femmes dans leur structure. Voyez-vous, on a toujours tendance à croire que la femme n'a pas besoin
d'argent parce qu'elle est sous la botte d'un homme. C'est-à-dire que puisqu'elle a déjà un homme qui s'occupe d'elle à la maison, même sur le plan salarial, vous allez voir un certain nombre d'écarts. Il faudrait que ça cesse, voyez-vous. La femme a son rôle à jouer, mais je dis, nous autres hommes devrions également transformer notre mindset, notre manière de voir. Comment est-ce que nous concevons déjà nos épouses à la maison? Parce que même dans l'éducation de nos enfants, il y a une différence qui se fait ressentir entre l'éducation de la jeune fille et celle Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait imposer parce que les calculs politiques, les enjeux politiques tels qu'évoqués par le spécialiste montrent que ça va être compliqué d'avoir une meilleure visibilité de la femme. D'ailleurs, il dit que les femmes perdent souvent les élections lorsque c'est ouvert. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, dites à l'écrivain Éric Rodrigue que sa maman et ses sœurs partagent le même avis que lui. C'est Vassiane Kak qui disait arrête quoi, oui, c'est ma petite sœur Vassiane, voilà, la famille te bonsoir. Oui, Juliette, est-ce qu'il faut finalement instituer ou imposer certaines choses pour que la femme puisse avoir une place? Je pense que oui, il faudrait instituer et imposer, mais pas parce que la femme n'est pas capable, mais parce que dans notre société... Comme un cadeau, pitié, mention pitié. Que ce soit pas mention pitié. Oui, voilà. Que ce ne soit pas esthétique, mais que ce soit par mérite. Je vous vois parler depuis et quand je vous vois, et je sais qu'il n'y a aucun d'entre vous qui ne peut accepter que la femme soit son chef. Donc quand je vois... je suis avec vous, moi je suis avec vous. Oui, mais je vous vois et vraiment les femmes doivent se lever. Mais vraiment les femmes... Oui, mais... Moi j'aime ça. Les personnes les plus autoritaires qui d'ailleurs sont en termes de conseils de production d'intelligence dans ma famille. Ce sont les femmes. Ce sont des femmes. Oui, mais moi qui suis parfois quand vous êtes face à eux, défendez pas ça. Ce sont les femmes. Mais pourquoi vous refusez que les femmes soient au-dessus de vous? On ne peut pas dire que sur le plan cognitif, l'homme est plus disposé que la femme. Non, c'est faux. Voilà, mais c'est quoi le problème? C'est une femme qui a la parole. Est-ce que qui préfère avoir une femme parce qu'elle veut moins que les hommes. Elle ne veut pas être accompagnée dans cette confiance. Elle veut s'autonomiser même dans la parole. Vas-y, Juliette. Merci. Il me fait perdre le fil parce que la femme, justement, n'a pas la parole. C'est lui qui doit accompagner. Donc, il est d'accord avec moi que les hommes de ce plateau, je vous mets dans la troupe des hommes parce que là, vous ne me laissez pas parler parce que vous vous dites que c'est votre accompagnement qui est nécessaire et qui doit être écouté. Pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui peuvent s'émanciper, qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent faire émerger le pays. Et d'ailleurs, les hommes qui ont de très bonnes décisions dans leur lieu de service, ce sont les conseils des femmes. Donc, laissez les femmes se mouvoir. Que la nuit porte conseil. Ce n'est pas la nuit noire, c'est la femme. Ce sont les femmes. Ce que tu n'as pas bien vu là, je te dis, bon chéri, essaye de revoir. Mais aujourd'hui, tu prends une décision, tout le monde t'applaudit. Voilà, aujourd'hui, les hommes, comme les hommes qui sont sur ce plateau, ne peuvent pas accepter que les femmes soient au-dessus. À l'écologie, il y a la parité. Ils préfèrent que... programme. Aujourd'hui, je suis la seule femme sur le plateau. Par exemple, elles sont plus rigoureuses, elles sont plus... Alors, on pouvait avoir... Je ne voulais pas aborder cette question. Je ne voulais pas aborder ces questions, sinon ce serait tiré sur la femme. Oui. Moi, je fais les expériences tous les jours. Vous organisez les émissions sur la femme. Moi, j'en fais à la radio tous les matins. Aucune femme n'appelle. Aucune femme n'appelle. Mais moi, je voulais répondre à cette question. Je voulais répondre à cette question. Je lis tous les messages depuis qu'on a commencé l'émission. Il n'y a aucune femme qui donne sa contribution. Monsieur Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez me laisser répondre c'était pas une question. Je voulais faire une remarque. Allez-y. Voilà, je veux répondre. Ma réponse était juste de vous faire comprendre que comme vous qui êtes sur le plateau, pour ceux qui se reconnaissent bien sûr, vous ne pouvez pas accepter que la femme soit au-dessus. Vous avez construit l'algorithme autour de la femme pour qu'elle comprenne que, bon, ce qui concerne la politique, c'est pour les hommes. Ce qui concerne les décisions, c'est pour les hommes. Ce qu'on doit faire, c'est leur donner des conseils. Et en tant que femme, on a même des stratégies pour vous faire accepter ce qu'on dit. C'est pas souvent, fais ceci, il va faire.
c'est que tu Il y a dois des lui faire, stratégies. oui, dois lui faire croire que ce que tu as conseillé là, c'est lui qui a réfléchi. Ben, commencer Et c'est par comme le ça. débat politique plutôt que les Voilà. novelas. Il faut participer. Mais tout le monde ne suit pas les novelas. C'est pour ça que je vous dis que vous refusez d'accepter que les femmes sont déjà à un autre niveau. C'est parce que vous avez créé un algorithme qui ne permet pas aux femmes de pouvoir s'exprimer et les femmes sont restées à séries novelas. La majorité, certaines femmes, moi je ne suis pas les novelas. Elles doivent s'élever, donc comment si elles restent dans Elles peuvent s'élever. Dans le virtuel, elles partent dans Si finalement les hommes commencent à déconstruire ce qu'ils ont construit dans la société, soyez aussi réceptives. oh, nous sommes réceptives. J'ai écrit, je me désabonne. Essai sur les violences psychologiques faites aux femmes, cause de la dégradation mentale de la société. Donc, ce livre est adressé aussi aux hommes. À l'éducation qu'on donne aux hommes dès le bas âge. Comment traiter la femme dès le bas âge pour que vous puissiez grandir en sachant que vous devez donner une place valable à la femme dans la société. Donc, essayez de reconstruire l'éducation des hommes, parce que ce sont les hommes qui cantonnent la femme à la seconde. On voulait porter 9 mois, vous les éduquez en plus. D'accord. Bonsoir Gégé. Si tu as une société de 10 personnes, tu prends 5 femmes et 5 hommes, et que toutes les femmes tombent enceintes au même moment, tu fais comment? Les stores, au début, les sortages, c'est des questions compliquées. Qui est venu les enceinter au même moment pour qu'elles soient 5 enceintes au même moment? Mais on comprend un peu. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le petit sourire des hommes. Moi, j'étais enceinte. J'ai fait 9 mois, j'étais dehors chaque jour. Je travaillais chaque jour. Et mes contractions ont commencé. À l'époque, j'étais choriste de l'ambiance. Mes contractions ont commencé, oui, pendant une prestation où je chantais. Mes contractions ont commencé et après... On vous a laissé jusqu'à la dernière minute être j'étais dehors. Et dans cet environnement. Bien sûr. Et ma femme, voilà. déjà prestateur. Voilà. Elle va et après avoir tu vas avoir un accident là-bas, on va dire. Après avoir accouché, 2 jours après, j'avais une prestation. Je suis partie. 2 jours après l'accouchement. Oui. Et le monsieur a laissé passer ça. Oui, je suis une femme forte et toutes les femmes sont fortes. Et vous avez parce que les hommes sont... l'allaitement de l'enfant, vous avez fait l'allaitement de l'enfant. Je suis partie et j'ai voyagé, je suis allée à Tove. Avec l'enfant. Et non, j'ai laissé l'enfant, j'ai dû laisser l'enfant. Le suivant à 2 jours. Je suis revenue. Le suivant à 2 jours seulement. Donc, ne dites pas que les femmes, parce qu'elles vont tomber enceintes, elles ne pourront pas assurer. C'est le tome 1 de la série qu'on consacre à la femme. On n'a pas voulu faire le dossier avant le 8 mars pour qu'on ne colle pas les étiquettes. Maintenant, on a tout le temps, toute la latitude d'évoquer toutes les problématiques. Demain, on sera là, on espère avoir un peu plus de femmes sur le plateau. Jean-Jacques Zé, une lecture empirique nous amène à nous inspirer de la pérégrination des grandes annonces du président Paul Biya pour soutenir sans bavure que ce septennat qu'il a bien voulu placer les femmes et les jeunes comme la rampe de lancement de sa politique reste une fenêtre d'ouverton qui donne une position stratégique à ces 2 catégories sociales. Parfait, Ongene, si vous pouvez être sur le plateau demain, ce serait un peu plus intéressant. On n'aura pas le temps de lire tout cela. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose de l'annonce faite par le président Paul Biya, comme ce septennat étant celui consacré à la femme? On en parle demain. Madame, merci d'être venue. On se retrouve au Musée national du 11 au 14 pour tout cela, même s'il n'y a pas de formations qui sont prévues pour les hommes. Ouais, on fait vos choses de karaté totalement les hommes. Qui vous a dit qu'on ne veut pas être formé en onglerie, on pose des cils. On veut aussi être formé. Désabonnez-vous aussi de ces idées préconçues. Oui, c'est pourquoi j'ai écrit « Je me désabonne ». Des idées préconçues. Nous, on se désabonne de l'émission. On se retrouve demain pour un autre programme. Très bonne soirée à tous.